pour un deuxième webinaire organisé par Orsam, le Centre d'études sur le Moyen-Orient. Alors, nous avons organisé il y a quelques semaines un webinaire portant sur le séparatisme islamiste qui a remporté un certain succès. Et nous avons décidé de rendre compte d'un nouveau sujet d'actualité qui est celui de la diversité en politique. Alors, de quoi la diversité politique est-elle le nom? Quelle réalité sociale et politique recouvre cette notion? Est-ce une réalité au sein des différents partis politiques ou est-ce simplement des vœux pieux? À l'heure où Joe Biden a décidé de faire de son administration un reflet de la société américaine en nommant notamment Kamala Harris comme vice-présidente, et à l'heure où les listes pour les élections départementales et régionales en France sont en train de se constituer et qui auront lieu au printemps 2021, nous avons décidé de faire un état des lieux de la question. Alors, pour traiter de la question, nous avons l'honneur d'accueillir 3 intervenants. Le premier est Eliamin Soum, qui est diplômé de sociologie et de relations internationales. Il est sociologue. Il a coécrit avec Vincent Gesser un ouvrage portant sur la discrimination, la diversité en politique. Son ouvrage s'intitule Discriminer pour mieux régner, paru aux éditions L'Atelier en 2008. Il intervient régulièrement dans les médias nationaux et internationaux et il a publié en 2012 un ouvrage qui s'appelle La France que nous voulions. Nous avons également comme intervenant Serir Teb, qui est docteur en sociologie. Il est chercheur associé au CADIS, à l'École des hautes études en sciences sociales. Il est l'auteur d'une thèse de doctorat soutenue sous la direction de Farhad Khosrow-Karbar, portant sur la diversité en politique. Et cette thèse est parue aux éditions L'Harmattan en 2014 et qui s'appelle Les élus français d'origine maghrébine et la représentation politique. Et enfin, nous avons Abdel Nourtoumi, journaliste et chercheur spécialisé sur les questions arabes et turques, et il est l'auteur de nombreux articles sur la question de la diversité. Donc, nous allons procéder de la façon suivante, 15 à 20 minutes pour chacune des interventions, et ensuite viendra le temps des questions et du débat. Merci. Donc, je vais laisser la parole à Eliamin. Tu as entre 15 et 20 minutes pour présenter tes propos. Merci. Ok, merci en tout cas de m'accueillir pour ce webinaire sur ces questions de diversité. Du coup, moi, ce que je vais essayer de faire, c'est d'essayer de comprendre, en fait, si vous voulez, comment cette thématique elle est apparue en dehors du champ de la diversité, et ensuite dans le champ politique. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que la genèse, si vous voulez, c'est que ça remonte aux années 80, quand il y a eu ces fameuses marches pour l'égalité et contre le racisme, qui a été un temps fort, si vous voulez, des luttes un petit peu sur ces questions-là. On a une autre étape qui est 1989, où vous avez une percée à l'échelle des élections municipales d'un certain nombre d'élus. On ne parlait pas à l'époque d'étiquette de la diversité, mais des élus notamment d'origine maghrébine dans les conseils municipaux, un peu plus d'une centaine. Donc c'est une première étape, parce qu'il y avait quand même une contradiction dans les parcours migratoires. C'était souvent, y compris pour un certain nombre de parents, l'idée de retour dans le pays d'origine. Or, c'est tout l'inverse qui s'est produit, voire même une accélération du phénomène migratoire à partir des années 90, notamment en provenance du Maghreb. Donc, les années 90, ça marque aussi une étape importante d'un point de vue de la diversité, puisqu'on commence à en parler au niveau de l'armée et de la police. Parce que, ce que disait Samir Amghar sur la question de Joe Biden et de sa volonté que ça ressemble à la société de l'administration, eh bien, il y a eu les mêmes volontés en France, notamment au niveau de la police, d'abord avec Jean-Pierre Chevènement, à l'époque ministre de l'Intérieur, et puis à l'échelle des armées. Alors il y a eu tout un tas de travaux qui ont été faits sur la question de la représentation dans l'armée et la manière, si vous voulez, de pouvoir mieux intégrer cette pluralité au sein des armées françaises, que ce soit au niveau de la base des soldats, mais aussi au niveau du commandement. Donc il y a des choses d'ailleurs assez particulières. La France, c'est l'un des rares pays à organiser au sein de ses armées un pèlerinage pour les soldats musulmans, et il y a eu aussi une aumônerie pour les cultes. Donc cette volonté pour l'ensemble des cultes, israélites, protestants, musulmans, etc. Donc il y a eu cette volonté en fait, d'avoir une espèce de représentation miroir. Et donc c'est dans la police et dans l'armée qu'on a eu ces premiers pas de la diversité. Ensuite, on a eu l'entreprise, les mondes économiques, pour tout un tas de raisons.
d'abord pour comprendre un certain nombre de marchés, pour être représentatif au niveau des clients, etc., pour mieux comprendre les clients et les fidéliser, pour favoriser l'innovation et la créativité. Hein. Cette thématique de l'université, c'est comme un renouveau, on va renouveler des équipes, etc., etc. Et puis, dans une stratégie de développement à l'international, c'est intéressant de se doter de personnes qui maîtrisent d'autres langues, des codes différents. Ensuite, on a eu la question des médias. Il y a eu tout un tas de colloques, notamment à partir des années 2000, hein, parce que c'est vraiment le temps fort hein, pour resituer la diversité. On commence à en parler dans l'armée et la police dans les années 90, et c'est dans les années 2000 qu'on a toutes ces colloques, ces rencontres, ces recherches aussi qui sont engagées autour de la question de la diversité. On parlait d'écran trop pâle, et à partir de ce moment-là, eh bien, on a cette comment dire, cette idée qu'il fallait diversifier aussi d'un point de vue symbolique les écrans. Donc, on va nommer des chargés de la diversité au sein des télévisions, notamment en public, pour essayer de recruter différemment les journalistes. Et on va avoir la même chose d'un point de vue des grandes écoles. Alors, les grandes écoles, eux, vont plutôt travailler sur la question des classes sociales, mais on sait très bien que sur un certain nombre de territoires, eh bien, on concentre des zones où il y a fortement des descendants de migrants, plus des situations parfois de pauvreté, ou en tout cas les classes sociales, qui ont un capital culturel plus faible en rapport avec la norme pour intégrer ces grandes écoles. Donc vous aviez la convention éducation prioritaire de Sciences Po en 2001, et puis vous aviez, ce qu'a fait notamment l'ESSEC, l'accompagnement pour pouvoir, dès le collège, le lycée, accompagner des élèves intéressants pour les amener à aller vers ces grandes écoles. Donc vous avez tout un champ de développement de la diversité, l'armée, la police, les médias, les entreprises, les grandes écoles. Donc on peut dire qu'à ce moment-là, la notion de diversité, elle fait corps dans la société, elle devient une notion importante d'un point de vue social. Vous avez ces débats chez les chercheurs sur est-ce qu'on quantifie ou pas, est-ce qu'on a des statistiques de la diversité. Donc ça, c'est quelque chose qui fait un petit peu rage hein, dans le débat entre démographes. Est-ce qu'il faut quantifier? Est-ce qu'il faut quantifier temporairement? Alors vous avez hein, de la collecte de données qui sont anonymisées. Nous-mêmes, on l'a fait avec Vincent Gesser pour analyser la campagne de 2007 sur les législatives, où on a travaillé là-dessus avec des méthodes de statistiques temporaires pour essayer de comprendre ce qu'est la diversité. Vous avez aussi cette grande étude qui a été faite sur trajectoire et origine, donc précisément sur la question d'essayer de comprendre les mécanismes en lien avec les discriminations, etc. Donc cette thématique de la diversité, elle s'installe dans le champ politique, au point où Nicolas Sarkozy va proposer à un moment donné de la mettre dans la Constitution. Alors ça va être retoqué un peu plus tard, notamment par le rapport Veil, qui va dire non, il ne faut pas que ça aille plus loin. Vous avez ces discours politiques en 2007. Le premier secrétaire du Parti socialiste, François Hollande, dit « Je ne ferai la leçon à personne, mais j'entends que la diversité soit partout. Si nous ne sommes pas conformes à cette exigence de diversité, les électeurs nous en tiendront rigueur. » Alors, par rapport au sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire celui de la diversité en politique, ce qu'on peut dire, c'est que ce qui est intéressant, c'est cette notion qui est en contradiction avec le modèle républicain, c'est-à-dire qu'on est le projet, hein, qui est un projet quand même extrêmement exigeant, qui est celui le projet français, si vous voulez, de la citoyenneté, eh bien, il est censé faire fi des apparences, des origines, etc. Sauf que la notion de diversité, elle introduit quand même cette nuance-là. Elle vient amener cette idée que la diversité, c'est comme une forme d'ethnicisation douce. C'est-à-dire qu'on parle du centre de l'identité française et des diverses dans lesquelles on va puiser pour les amener dans ce centre. Donc, une espèce de logique, si vous voulez, centre-périphérie. Et donc, cette notion de diversité, eh bien, elle émerge d'une certaine manière, avec des contradictions. On est opposé au comptage ethnique, mais un parti politique comme le Parti socialiste va dire écoutez, on a tant de pourcents de diversité et nous on a 20% de diversité. Parce qu'au final, ce ne sont pas des formes de statistiques ethniques. Et puis, est-ce que ça ne renvoie pas à quelque chose d'assez puissant qui est finalement l'imaginaire, hein, qui aurait un espèce de eux et nous. Et en même temps, d'un point de vue symbolique, on l'a bien vu avec à l'époque de Nicolas Sarkozy, il fallait des symboles forts pour pouvoir
faire en sorte que cette thématique de la diversité, ça c'est ce que disent les pragmatiques de la diversité, hein, soit des quotas, même si c'est des quotas non avoués, pour permettre à la société d'avancer, d'avoir une représentation miroir. Et cette question-là, on la retrouve aussi en lien avec la thématique de la parité, sauf que pour la parité, c'est plus facile. Distinguer un genre est beaucoup plus simple. La notion de diversité, c'est très flou. C'est-à-dire qu'on l'a employé avec des implications très larges, hein. Dans les entreprises, on pouvait parler du handicap, de toutes ces questions-là. En politique, c'était un renvoi, d'une certaine manière, aux descendants migrants des colonies françaises, mais aussi des territoires ultramarins. C'est-à-dire que Manuel Valls, qui est né en Espagne et qui a été naturalisé français, n'est pas catégorisée dans la diversité. Rachida Dati, qui est née en France, elle est dans la diversité. Donc, il y a quand même quelque chose autour de cette notion qui renvoie à une forme d'ethnicisation douce qui ne dit pas son nom. Et une fois de plus, hein, les pragmatiques vont vous dire oui, et alors ça va permettre, et ça a permis d'une certaine manière de faire avancer les choses. Donc, 2007, ce que fait la droite que la gauche n'a jamais fait, vous avez ces nominations de ces ministres de la diversité, Rachida Dati, Ramayad, Fadela Amara, et donc notamment le symbole de Dati au ministère de la Justice, il est assez important. Et ce qu'on constate, c'est que nous, sur le terrain, depuis ce que je vous ai dit en 89, il y a une poussée statistique. Alors nous, on a repris la notion du sens commun, hein. On étiquette des gens de la diversité. Donc nous, dans notre étude, on a dit, bah voilà, si on désigne cette population dans la diversité, on va essayer de la quantifier. Donc on a vu qu'en 2007, en tous les cas, il y avait une percée, et celle-ci, elle se confirme, on va dire, d'élection en élection. On a de plus en plus de personnes étiquetées de la diversité par le sens commun. Donc d'un point de vue, ce qu'on peut dire, c'est que d'un point de vue symbolique, on a quand même une installation de la diversité à l'échelle municipale, à l'échelle des conseils régionaux, etc., etc. Donc il y a une poussée. Alors ça s'est fait encore plus avec la victoire d'Emmanuel Macron, qui a vraiment, lui, mis un coup de pied dans la fourmilière d'un point de vue politique. On a vu qu'il y a beaucoup de réseaux qui ont été défaits, des personnes qui étaient installées sur leur circonscription, hein, ont fini par être défaits aux législatives, etc., etc. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup moins, cette notion de diversité. Ce n'est pas une thématique qui est aussi importante que ça a pu l'être, notamment à l'époque de Nicolas Sarkozy, hein. Ça a été vraiment un mandat fort. François Hollande a repris un petit peu à son compte cette notion-là, mais on n'a pas, en tout cas, je n'ai pas lu, moi, dans les communiqués officiels d'Emmanuel Macron, cette notion de diversité. Il a pas, enfin, j'ai pas entendu qu'il a mis en avant tel et tel ministre qu'il a catégorisé comme étant quelqu'un de la diversité. Alors peut-être qu'on est en train progressivement de dépasser cette notion-là, parce qu'elle a peut-être plus sa pertinence qu'elle pouvait avoir dans les années 2000. Bon, ça, c'est des historiens qui, sur le temps long, hein, qui travaillent sur le temps long, qui vont nous dire ça. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que nous, à travers cette enquête qu'on avait menée, c'est qu'on avait analysé aussi un certain nombre de mécanismes qui existent dans les partis politiques. Une forme de paternalisme par rapport à un certain nombre de candidats étiquetés de la diversité, hein. On tape sur l'épaule, des formes d'assignation, vous allez occuper tel et tel poste. Vous avez aussi la pratique d'un communautarisme sur le terrain, alors avec des associations religieuses, c'est-à-dire qu'on ne s'adresse pas à un citoyen, mais on contourne la loi de 1905 qui dit la République ne salarie, ne subventionne aucun culte, ne reconnaît, ne salarie, ne subventionne aucun culte, et il y a des formes de subvention et des formes de deal, on va dire, avec un certain nombre d'acteurs locaux. On va faire des campagnes dans les mosquées, on va négocier, on ne négocie pas directement avec des citoyens. Donc, ce qu'on a constaté maintenant sur le terrain, c'est qu'il y a des formes de communautarisme dur, c'est-à-dire on va directement dealer avec des acteurs religieux, on vous fait un bail amphithéotique, c'est-à-dire on vous permet d'avoir une mosquée ou un centre culturel qui est en fait un centre culturel, mais on donne une subvention, et vous allez nous chercher des voix. Et puis peut-être que la personne qui est à la tête de ce centre culturel ou cultuel va pouvoir intégrer le conseil municipal ou elle va être un relais sur place. Mais ce qui pose aussi une autre problématique, hein, c'est-à-dire que ça permet aussi une autre forme d'assignation. On vous assigne aux religieux parce que vous avez aussi des acteurs sur le terrain qui, eux, parce que le religieux constitue aussi, il faut l'analyser comme un champ
économique, hein, et ça ne concerne pas que le culte musulman, ça concerne l'ensemble des cultes, hein. Il y a de l'argent en circulation, il y a aussi de l'argent qui circule loin de la fiscalité. Donc c'est un champ économique qui est investi sur tout un tas de territoires, et vous avez un lien comme ça qui s'est développé et qui fait qu'on n'est pas dans un rapport de citoyen, mais on est dans un rapport où on s'adresse à un groupe. Donc, et ça, cette dynamique-là, on la voit parfois sur certains territoires, hein, je pense notamment sur le Val d'Oise, où on deal avec tout un tas d'associations, comme on dealerait avec un chef de tribu. Et on intègre au sein du conseil municipal, comme en faisant un calcul sur le territoire, donc une forme de clientélisme qui s'installe par des calculs parfois qui ne sont même pas efficaces, hein, parce que le jeu électoral, parfois, il est différent. Les gens, on peut pas, c'est pas parce qu'on a tenu dans telle et telle association un discours qu'il va y avoir une discipline électorale. Donc vous avez ces pratiques sur un certain nombre de territoires et ces formes d'assignation qui existent de manière assez générale. Alors, ce qu'on peut dire aussi sur ce qui s'est produit notamment dans les grandes métropoles, en région parisienne, c'est que vous avez des militants, je pense notamment à Asdin Taibi, à Stein, de longue date, qui ont en fait une trajectoire presque classique d'un point de vue politique, hein. Ils ont milité très jeunes, ils sont insérés dans un parti politique, et vous avez donc ces personnes qui, au final, on est loin de cet étiquetage de la diversité. Ils ont acquis des compétences dans le monde associatif, certains viennent du milieu social, du monde social, d'autres du monde de l'entreprise, et qui s'installent, mais vraiment loin, on va dire, de cette idée, ou en tout cas de cette espèce d'idée de diversité marketing ou cosmétique, c'est-à-dire qu'on met en avant ses seules appartenances ethniques d'une manière ou d'une autre. Alors, le piège de cette notion de diversité, comme je vous le dis, c'est que c'est une forme d'ethnicisation. Si on vous désigne de la diversité, on vous assigne aussi d'une certaine manière, vous n'êtes pas dans une logique classique, on va dire, d'installation, de dire moi je rentre en concurrence avec l'ensemble du personnel politique, sur la base de mes compétences, sur la base de mon expérience. Mais alors, ce qui se passe, c'est qu'on va vous dire, bah, écoutez, on en a déjà un sur la liste, on ne peut pas vous mettre, hein, vous êtes, ça fait la personne de trop. Donc, vous avez ces formes, si vous voulez, d'assignation qui peuvent en fait renvoyer, parce que le langage est extrêmement puissant, ces formes d'assignation, que ce soit sur le champ, une fois de plus, religieux, où on assigne des personnes, le religieux maintenant qui a pris une place, ou avec une certaine forme de dérive parfois sectaire, où tout le monde doit se rassembler, tout le monde doit manger la même chose, tout le monde doit penser de la même manière, et tout ça, ça laisse pas place, bien évidemment, à la créativité, ce qui est indispensable sur le développement d'un territoire. Et alors, autre point, il me reste encore, je pense, quelques minutes, qui est important, c'est que vous avez aussi dans le personnel politique des profils de personnes, non pas nées sur le territoire français, mais qui sont venus, donc des parcours migrants, qui aussi ont intégré des conseils municipaux, des assemblées, etc., en étant naturalisés, bien évidemment. Je pense notamment à ce qui s'est passé à Aubervilliers avec Myriam Derkaoui, qui a été l'ancienne maire. Et donc, ce qu'il faut aussi souligner, c'est qu'il y a quand même des personnes, et ça, c'est aussi un peu... c'est quand même assez intéressant par rapport à d'autres démocraties, c'est qu'en France, vous avez des personnes au Parlement européen, etc., qui ont fait le choix de la France, qui sont partis en général de régimes non démocratiques et qui aujourd'hui sont installés d'un point de vue politique. Alors c'est quelque chose à étudier, mais il est nécessaire aussi de le souligner parce qu'on a toujours tendance souvent à avoir un regard critique sur la société française, mais il est important de souligner aussi ces trajectoires, une fois de plus, qu'on a peu étudié, des personnes qui ont migré. Alors, vous le savez bien, hein, sur les débats sur l'immigration, on a encore des grilles de lecture qui sont très simplistes, hein. C'est soit l'immigration économique, soit l'immigration qui fuit la guerre. Or, aujourd'hui, on a très peu de migrants sur le territoire français qui fuient la guerre. Les migrants viennent essentiellement d'Afrique du Nord, certains viennent de la zone comme la Turquie, etc. Partir de pays qui sont en guerre, c'est extrêmement compliqué. On n'a pas d'Yéménites qui partent. Aujourd'hui, vous avez une immigration qui vient en France. Elle vient essentiellement pour des libertés individuelles. Quand vous avez, moi j'ai fait une série d'entretiens, là je suis en train de préparer un article sur la laïcité comme facteur de migration, eh bien beaucoup de gens veulent avant tout être libres. Ils choisissent de monter dans un bateau ou d'acheter un visa ou parfois même un mariage pour venir dans un pays où on a envie d'être libre. Et ce qui est intéressant, et je vous le dis par rapport à ça, c'est que dans ces trajectoires-là, eh bien, vous avez des personnes qui sont installées dans le champ politique
politique assez rapidement et qui ne passent pas par les carrières classiques. Alors, certains étaient déjà militants dans leur pays d'origine. Hein. Je vous donnais l'exemple de Myriam Derkaoui, qui étaient parfois des militants des droits de l'homme, etc. Et donc, vous avez une installation qui se fait de cette pluralité dans la société française. Voilà, donc pour conclure, la notion de diversité, elle émerge massivement dans les années 80. Le champ politique se l'approprie, mais avec une façon assez ethnicisante. Il y a un regard encore particulier. Le ministre de la Diversité, souvenez-vous, c'est Rachida Dati, hein, donc il y a quand même un regard particulier. Elle permet, je pense, d'un point de vue symbolique, un certain nombre d'avancées, et puis dans d'autres cas, elle enferme, elle assigne à des rôles, parfois à l'échelle municipale, mais en face, vous avez aussi des acteurs qui jouent ce jeu-là, qui sont, à mon sens, des acteurs du religieux, qui ont pris une place économique importante sur le terrain, et qui, eux, pratiquent aussi ces formes de liens de communautarisme sur le terrain. Et ça, vous pouvez l'observer un petit peu partout en France. Hein. Vous allez dans le nord, dans le sud, moi j'ai fait des terrains où il y a ces formes de négociation, et ce qui interroge, c'est est-ce qu'on n'est pas en train, finalement, d'utiliser cette notion de diversité pour dire, écoutez, nous, l'État social, parce qu'au final, la question des origines, la question religieuse, la croyance, etc., ce qui reste le plus important, est-ce qu'on n'est pas en train d'aller vers un modèle comme au Canada avec Trudeau qui adore jouer des symboles, mais qui de l'autre côté démonte l'État social et que lorsqu'on a besoin de soins, lorsqu'on touche aux questions universelles, eh bien on utilise cette notion de diversité contre l'égalité qui est un véritable champ. Et ça, vous l'avez aussi sur les questions du féminisme. On féminise un peu le 440, sauf qu'on ne s'occupe pas des femmes qui sont en situation de précarité en France. Donc on a un affichage symbolique des grands patrons, un petit peu de cosmétique, c'est bien. On peut se déguiser en sari comme le fait Trudeau, mais sur le terrain, on est en train aussi de démanteler l'État social et dire mais attendez, regardez, on a répondu à vos demandes. On fait un petit peu de cosmétique, un peu de paillettes, un peu de folklore, et la question sociale en prend un coup. Voilà, je m'arrête là sur cette petite introduction autour de la notion de diversité. Merci beaucoup, Eliamine, pour cette introduction très riche et très concise. Je vais laisser la parole à Serir Tab qui va poursuivre la réflexion. À toi, Serir, pour une vingtaine de minutes. Ton micro, Serir, tu n'as pas branché ton micro. S'il y a possibilité de le brancher, voilà, il est branché. Merci à toi. Merci. Donc, bonjour à tous. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier, Samir Amgar, de votre invitation à participer à cette visioconférence et aussi pour le choix judicieux de thème. Je voudrais aussi par ailleurs saluer les autres intervenants respectifs, Eliamine Soum et Abdelnour Toumi. Comme vous le savez peut-être, depuis plusieurs années, entre autres réflexions, je travaille sur ce thème important lié à la participation politique des minorités, la discrimination et l'égalité des chances et la représentativité des élites politiques issues de minorités en France. Pour le choix de mon intervention d'aujourd'hui, j'ai choisi de parler des paradoxes et de l'état de la participation des minorités dans la présentation politique française. Le but est de faire le point ensemble sur la place actuelle et réelle de la diversité en politique. En premier lieu, il me semble nécessaire de définir le terme ou le concept de diversité, qui est le concept central de nos interventions. La diversité, qui est indissociable de l'immigration, est un concept contemporain, complexe et évolutif, qui est aujourd'hui au cœur de nombreux débats universitaires, politiques, médiatiques et même sociétals. En anglais, il est traduit par diversity et en arabe par tanawu'. Pour faire simple, la diversité signifie la pluralité et le respect, voire la reconnaissance des différences ethniques, sociales et culturelles dans tous les domaines et à tous les niveaux. Dans ce cas, à l'évidence, on peut remplacer la diversité par le concept ethno-racial. Il me semble expliquer les paradoxes du système actuel de la représentation politique en France. Au-delà des mots, la diversité en politique, que je pourrais définir comme la reconnaissance des droits des minorités, à vivre leur pleine citoyenneté pour une pleine intégration dans l'ensemble social. Elle est un facteur essentiel et déterminant dans le dynamisme de la citoyenneté et la performance des compétences. Elle favorise le dialogue, l'enrichissement et d'échanges et le vivre ensemble. À vrai dire, cette question importante comme une réalité dérangeante n'a pas posé dans les mêmes termes dans tous les pays démocratiques. Comme on le sait, la France comme les États-Unis sont des pays d'immigration historiquement les plus importants. Mais à mon sens,
l'approche américaine est plus pragmatique et raisonnable. Et je vous dis pourquoi. Donc, pour bien illustrer cela, je voudrais faire une rapide comparaison entre la diversité aux États-Unis et en France. Aux États-Unis, la diversité est définie par le respect des différences, c'est-à-dire le respect des revendications identitaires et la reconnaissance des droits des minorités ethno-raciales. Par exemple, les droits de la minorité hispanique, afro-américaine et asiatique. Pardon. Les États-Unis ont connu un tournant décisif et historique dans les années 60 et 70 à cause du racisme et la discrimination ethnique exercée contre la communauté noire. À partir de là, le réveil identitaire des minorités ethno-raciales contre toutes les formes de discrimination. Il est incarné par des revendications légitimes à participer indéniablement dans un mouvement civique et citoyen plus vaste qui dépasse le cadre américain. L'émergence de cette identité ethnique américaine discriminée, les États-Unis ont accepté finalement cette question qui a accéléré l'intégration politique et le pluralisme des identités confirmant l'homogénéité de leur population. Dans la grammaire politique américaine, l'égalité des groupes minoritaires, ethno-raciaux, féministes, homosexuels, c'est la reconnaissance d'abord de leur spécificité identitaire dans une démocratie américaine ouverte, pluraliste et moderne. Les États-Unis acceptent le multiculturel où coexistent les populations d'origine variées, la diversité qui se forge, la puissance et l'unité américaine. Or, en France, le modèle républicain de la laïcité nie les différences culturelles et ethniques. Il accepte les droits individuels citoyens, mais rejette les droits collectifs des minorités. La différence entre la diversité en politique aux États-Unis et en France, c'est qu'aux États-Unis, les minorités consistent des organisations économiques et des réseaux culturels de solidarité sur la base des relations multiples. Et que le système éducatif des États-Unis incite à la prise de risques, tandis qu'en France pousse à l'excellence et la compétition. La stratégie américaine consiste à capter les talents et l'intelligence, quelle que soit leur origine. Or, en France, il y a de l'immobilisme en matière politique. En fait, en France, pour réussir pour l'élite issue de minorité, il faut soit intégrer une grande école, voire même un gros corps d'État, soit intégrer un réseau influent pour être coopté. La question des discriminations ethniques et politiques semble une question sensible qui revient sans cesse de manière récurrente, menace, à vrai dire, la cohésion de la France. Au-delà de la diversité, qui n'a pas le même sens dans les années 80 et 90, mais avec le développement des métissages au sein de la société, les citoyens français, dans une partie importante d'origines diverses ou issus de l'immigration, ne trouvent pas leur place légitime, notamment dans les cercles décisionnels des institutions politiques représentatives. En d'autres termes, malgré les modifications de la composition ethnique de la population française dans un pays de plus en plus diversifié en termes de culture d'origine, de croyances religieuses et d'identité, nous constatons l'émergence d'une réalité selon laquelle les représentants politiques ne reflètent pas vraiment la société dans toute sa diversité. Ainsi, la place et la promotion de la diversité en politique sont devenues une question sensible, voire gênante, à la fois pour la République et pour la France, pays d'immigration. En réalité, en politique, la question et la place des minorités posent souvent le problème de la discrimination et du racisme. L'élite politique issue des minorités en France, comme catégorie politique hétérogène, ayant des spécificités socio-culturelles marquées, et issue généralement d'une classe populaire, pauvre économiquement, car elle ne possède pas de vrai et solide capital économique. Une grande partie est marginalisée non seulement socialement, mais aussi politiquement, dans un processus particulier. En dépit de l'évolution des contextes sociopolitiques, les minorités restent cataloguées et sujettes à des préjugés. Elles sont considérées comme une population à géométrie variable, exotique et particulière dans le corps politique. Des politiques et même certains intellectuels s'opposent catégoriquement à cette réalité, car pour eux, le multiculturel conduit à la fragmentation sociale et au repli identitaire. La diversité politique, valeur européenne, connaît un certain engouement. Tous les responsables des partis politiques français en font l'apologie. Cela revient à donner une place légitime à la méritocratie des minorités dites visibles ou non.
Je parle ici de l'élite extra-européenne d'origine arabe, africaine ou asiatique. Dans les démocraties modernes multiculturelles, la représentativité conditionne de la participation des minorités dites visibles et invisibles et légitimes dans la prise de décision. La problématique de la participation politique de la diversité est posée et repose jusqu'à nos jours en France. C'est une preuve d'un grand déséquilibre institutionnel et un signe d'anomalie de la démocratie française. Le milieu politique français reste marqué par des stratégies électorales, des calculs d'instrumentalisation et des pratiques clientélistes. Certes, récemment, on trouve parmi les élus des maires de petites villes, mais jusqu'à d'origine issus des minorités, mais jusqu'à présent, il n'y a pas un maire de grande ville. Par exemple, seuls 4 maires de grandes villes de plus de 30 000 habitants sur 260 sont dirigés par un Français issu de minorités. Je pense que l'élection de certaines personnes politiques symboliques, comme Rachida Dati, Emmanuel Valls ou Anne Hidalgo, et d'autres d'origine étrangère, en tant que symbole, c'est l'avancée d'une diversité contextuelle et surtout sélective. Pour les femmes, c'est l'avancée de la question de la parité, l'égalité politique femmes-hommes, mais sans l'intégration des minorités. Nous trouvons peu de personnels politiques issus des minorités, par exemple à l'Élysée, à Matignon, à l'Assemblée nationale, au Sénat, mais aussi dans les autres hautes sphères des ministères. Par contre, aux États-Unis, après l'élection historique d'Obama, cette fois-ci, nous avons vu l'élection de Kamala Harris, issue de la minorité jamaïco-indienne, choisie par le nouveau président américain Joe Biden en tant que vice-présidence des États-Unis. C'est la première fois qu'une femme issue de la minorité occupe ce poste très élevé après le président. C'était une première dans l'histoire des États-Unis. Avant elle, je pourrais citer à juste titre des élus issus des minorités invisibles, c'est-à-dire nouvellement installés aux États-Unis, comme en 2008, Rachida Tlaib, d'origine palestinienne, la première femme musulmane à faire entrer au Congrès américain. Avant elle, en 2006, on trouve Keith Ellison, premier musulman membre du Congrès, le premier parlementaire noir du Minnesota, un État très majoritairement peuplé de blancs, c'est-à-dire une circonscription considérée comme la plus blanche des États-Unis. Et en 2018, c'est la réfugiée somalienne Ilhan Omar, qui est devenue américaine par naturalisation, a également été élue cette fois-ci dans l'État de Minnesota, prenant la succession de Keith Ellison comme la première fois musulmane voilée entrer au Congrès. À partir de là, on se demande pourquoi en France, jusqu'à présent, nous ne trouvons pas un maire ou une maire de grande ville française d'origine maghrébine ou africaine, ou d'autres. En d'autres termes, il n'y a pas un homme ou une femme politique issue des minorités de premier plan qui a une place visible et une longévité politique légitime. Certes, il y a une indéniable progression de la diversité en politique, mais c'est une progression vraiment timide. On ne peut pas dire qu'il y a une non-représentation des minorités, mais plutôt une sous-représentation. On est loin d'avoir une représentation des minorités reconnue et suffisante dans ce pays. Une réponse se trouve dans le fait que tous les partis politiques ont une stratégie politicienne. En cela preuve la nomination de Rachida Dati, Fadila Amara et Ramayad dans le gouvernement de Fillon, puis Najat Vallaud-Belkacem, ou la présence des jeunes métis sur les affiches de Le Pen. Ce ne sont que des alibis qui renvoient à la sincérité et aux faiblesses démocratiques de tous les partis politiques confondus. L'élite issue de minorités est considérée encore comme une sous-élite secondaire, sous une influence faible, voire limitée, et reflète des positions politiques difficiles et marginales. Par conséquent, elle est considérée comme une catégorie sociale incompétente pour participer aux choix et aux enjeux politiques nationaux. Et il est vrai que la France a des principes universels, est le premier pays qui a conceptualisé les droits de l'homme. Parmi ces principes, il y a incontestablement la valeur de l'égalité. Mais en fait, nous trouvons la diversité comme un nouveau concept plus fréquemment dans les discours que dans la réalité. C'est une parole à fait marketing politique. Je pense qu'en France, il y a des cercles de réseaux
d'influence qui veulent figer, voire uniformiser la société et par conséquent l'identité française. Ils opposent subjectivement la diversité à l'identité. De nos jours, il n'y a plus une culture uniforme. Le discours dominant, qui est souvent contradictoire, ne reflète pas vraiment la société. J'ai constaté qu'il y a des blocages jusqu'à présent, bien sûr, et un véritable parcours du combattant pour exister une élite politique autonome issue de la diversité. La minorité ou la diversité, en quête d'un pouvoir symbolique et en l'absence d'un solide réseau, ne constitue pas une catégorie d'influence. Elle se concentre au niveau local, notamment au sein des conseillers municipaux. Il convient de préciser que l'inégalité de traitement, les tactiques et les manœuvres électorales récurrentes des partis traditionnels majoritaires laissent cette élite conquérante minoritaire en périphérie, voire aux marges de la représentation politique. Je voudrais préciser qu'il y a une forme de discrimination raciale qui exerce de façon indirecte à l'égard des Français d'origine non européenne. Par ailleurs, il y a une vision élitiste et quasi uniforme de la représentation en France. À vrai dire, les minorités sont victimes d'une discrimination particulière. L'égalité des chances, les conditions d'accès au mandat électif et la diversité des représentants deviennent des slogans rhétoriques politico-partisans dans un discours déséquilibré. Marqués par des idéologies, les représentations individuelles et collectives, voire les comportements électoraux des responsables politiques, soient bien loin de leurs actes. On peut mentionner le nom de quelques maires issus de minorités qui sont victimes d'actes racistes, par exemple, notamment ceux d'origine maghrébine ou africaine. On peut noter, comme il a bien mentionné Liamine, Azedine Taïbi, le nouveau maire de PCF de Stein, l'ancien ministre Azouz Begag, la députée d'origine congolaise Daniel Obono et l'ancien ministre Christian Taubira. Dans un contexte de concurrence politique entre les partis qui se montrent ouverts à l'opinion publique et à la société civile multiculturelle, mais en même temps, elle n'essaie pas vraiment de débloquer la promotion élective en diversifiant les représentants. Cela est suggéré par des termes même qu'utilise la classe politique et la classe médiatique lorsqu'elle recourt pour cataloguer cette élite française en permanence à des expressions telles que les candidats ou les élus de la diversité. Cette dernière sémantique surmédiatisée a une influence complexe sur les représentations et implique qu'elle ne pas changer l'image qu'elles sont fond de cette élite candidate. Je pense qu'il y a au sein de la classe politique et médiatique qui conserve à son égard à des préjugés liés à une histoire coloniale particulière, toujours présente, et à sa propre culture politique et citoyenne. Enfin, pour conclure, le souhait de l'ancien président Nicolas Sarkozy, quand il disait « Je souhaite que les élites françaises ressemblent à la diversité de la France », demeure malheureusement une utopie, utilisée seulement dans les grands discours et les grandes occasions. Il y a une discordance entre l'égalité des droits proclamés et les égalités des faits. L'intégration politique durable et réelle des minorités reste en France un grand défi pour la République. Et merci. Merci beaucoup, Cyril, pour cet exposé extrêmement intéressant, très complet et qui nous permet de faire en fait le lien avec l'intervention d'Abdelnour qui va nous parler de la situation nord-américaine, si je ne me trompe pas. Abdelnour, tu as entre 15 et 20 minutes. Merci à toi. Ton micro, Abdelnour. Ton micro, Abdelnour. Bonjour Samir, bonjour mes chers collègues, Dr Liamine et Dr Sraer. Oui, c'est vrai, c'est un sujet très complexe, épineux, quand il s'agit de parler de la diversité et notamment le rôle des minorités, en général issues de l'immigration en Occident et notamment le cas de la France et les États-Unis comme a été choisi dans le titre de notre thématique.
Je crois que mes deux chers collègues ont bien fait voir développer ce thème remarquablement. Et donc, je vais essayer de faire une petite transition entre ce qui avait été dit. Et voilà. C'est-à-dire, cette question, parce que, bon, on parle beaucoup de minorité, enfin du rôle de la minorité, de la minorité, notamment arabe musulmane, donc en France par exemple. Oui, en France par exemple, si on va faire une petite chronologie, que le sujet ou ce thème-là a été développé, voire exploité tout au long de ces trois décennies. Et docteur Liamine avait bien mentionné l'année 1989. Pour moi, 1989 est très importante dans le débat politique actuel. Non seulement, c'est vrai, moi à l'époque, en fait, c'est une année importante pour moi personnel parce que c'était l'année où je suis venu faire mon DEA à Toulouse, en arrivant d'Alger. Donc, c'est une année quand même remarquable pour moi. Et à la fois, j'ai vécu la question du foulard islamique, donc la question des deux sœurs collégiennes de Creil. Et pour moi, c'est-à-dire l'année 89 est très, très importante, comme je l'avais mentionné dans le débat actuel. Mais cette question-là, où le rôle, c'est-à-dire que jouaient les minorités, c'est-à-dire qu'on inverse le rôle, c'est-à-dire que ce n'est pas la minorité qui devrait ou qui devrait s'expliquer, c'est-à-dire le pays d'accueil. C'est vrai, la France, c'est un pays d'accueil, de droits de l'homme, c'est un pays qui est basé au respect d'autrui, avec toutes ces lois qui protègent tout citoyen, voire résident, être humain. Mais il y a le paradoxe, voire, c'est-à-dire parfois l'hypocrisie du politique. Donc, et le politique a beaucoup changé aussi. Donc, c'est vrai, il y a 30 ans, il y avait quand même un débat, il y avait un programme, il y avait une idéologie, voire qui s'affrontait, c'est-à-dire sur un programme pour, bien sûr, séduire l'électorat et faire un fonds de commerce légitime. Par contre, depuis la fin des idéologies, comme l'avait mentionné il y a quand même quelques années, deux décennies, Jean Daniel, dans son livre La fin des idéologies, il y a eu en même temps la montée du populisme, voire le nationalisme européen qui a changé la donne et la dynamique aussi du processus démocratique dans le débat public. Et là, c'est-à-dire que les partis dits classiques, donc de gauche ou de droite, ont montré leur échec, donc leur faillite. Et ça, on l'avait constaté depuis 2002, l'élection ici en France, quand Jean-Marie Le Pen est arrivé au deuxième tour en battant Lionel Jospin. Donc, quand même, qui était comme une... qui avait un statut important dans la vie politique française. Donc, à l'époque, les médias, ils ont, c'est-à-dire, sous-titré, que voilà, le tremblement de terre politique, un tremblement politique, un volcan, pour moi, c'était un Big Bang. Et depuis, ça a commencé à c'est-à-dire, cette montée commençait à faire, c'est-à-dire, ces marches. Et par la suite, en 2007, il y a Sarkozy est arrivé, il a été élu. Mais Sarkozy, avec son programme et sa stratégie électorale, a su, c'est-à-dire marginaliser la partie radicale, voire extrémiste du Front National à l'époque, et a gagné, a pu remporter les 10%, 11% qui lui manquaient pour se faire élire. Le président Sarkozy a été élu en 2007, et c'est là, bien sûr, qu'il nous a,
nommer des personnes issues de l'immigration, et notamment des femmes, vous les avez mentionnées une par une. Et en plus, ce qui est important aussi, c'est Nicolas Sarkozy avait parlé, ou je crois qui est devenue loi, c'est la discrimination positive, c'est-à-dire ce qui se passe aux États-Unis avec les affirmative action. Là, je vais faire le parallèle avec l'affirmative action, par exemple, aux USA. Aux USA, oui, bien sûr, enfin, il y a le rôle des minorités qui sont protégées légalement, bien sûr, issues à une histoire terrible, enfin, des années 50, 60, voire 70. Puis après, bon, il y a eu l'effet Obama de 2008. Et il ne faut pas oublier qu'Obama, enfin, s'il avait fait Harvard, Harvard is Ivy School, hein. C'est pas, il n'a pas fait UMass. Donc, il a été élu président, que voilà, ça a choqué dans le sens positif le monde entier, que quand même les États-Unis ont pu, enfin les Américains ont pu quand même élire un binational. Et sans oublier qu'avant ça, il y avait l'administration de Bush. Et avant Bush, donc il y avait, pendant l'administration Bush, il y avait le 11 septembre. Donc, le 11 septembre qui a changé complètement la donne vers la dynamique et le concept du système international. C'est comme on peut dire maintenant avec la COVID qui a changé les politiques publiques de santé publique et macroéconomique. Mais ce qui est aussi, moi, personnellement, parce que j'ai vécu en France, puis après, j'ai eu la chance d'émigrer aux USA, j'ai vécu aux USA dans un État qui est immigration friendly, donc l'État de l'Oregon, et notamment à Portland. Et bon, je n'étais pas à Minnesota, mais j'étais en Oregon. Mais moi, ce qui m'a impressionné, c'est là-bas, c'est que le rôle de la communauté musulmane, et là, je dis une communauté à l'opposé d'ici en France, parce qu'en France, il n'y a pas une communauté, il y a des communautés musulmanes. Parce qu'on parle de la communauté musulmane, c'est comme si c'était un groupe homogène, ce qui n'est pas vrai ici en France. Donc on le voit, on le sent, ça est dans les mosquées, même dans les marchés, enfin même dans les quartiers. Et ça, ce n'est pas leur faute, hein. Ce n'est pas la faute des leaders ou la faute du pauvre personne issue de cette, qui appartient à cette communauté. Par contre, aux USA, c'est vrai, il y a des communautés donc d'origine pakistanaise, il y a arabes, moins nord-africaines, mais quand on parle arabe, c'est du Moyen-Orient, donc les palestiniennes et libanaises, un peu syriennes. Mais quand il parle, c'est-à-dire en bloc, c'est comme si c'était une personne. Donc, on avait une expérience, c'est-à-dire, vous avez mentionné l'exemple de Rashida Tlaib, qui était une Américaine. Elle est née aux États-Unis, elle est née dans l'État de Michigan, Detroit, et elle était élue en 2018 comme première femme d'origine palestinienne au Parlement, de la House. Il y avait aussi l'élection de Ilham Omar, c'est un cas très, très intéressant. Elle n'est pas née aux USA. Elle était elle est rentrée aux USA comme avec les centaines, voire milliers de réfugiés somaliens après le coup de 93. Mais le cas de Omar Ilhan, c'est sa appartenance, j'allais dire, son apparence religieuse. Elle est rentrée avec le foulard, le voile islamique. Par contre, ici en France, c'est inimaginable de le voir même dans une classe de CM1. C'est-à-dire une gamine, ne peut pas être même pas présidente de sa classe. Or, aux États-Unis, les Américains, moi je ne dirais pas tous les Américains, elle était dans un État, allez, disons, un peu
immigration friendly, dans une circonscription, c'est-à-dire il y avait une forte concentration démographique. Je sais que les Afro-Américains, ils n'aiment pas le terme Afro-Américain, mais c'est African-American, donc parce que le siège était tenu par Keith Ellison, lui qui a été élu en 2006, d'ailleurs, qui est le premier musulman, congressman musulman qui rentre House. Mais les Américains qui ont élu Madame Brown, ils n'ont pas regardé à son voile, ou n'ont pas, c'est-à-dire focalisé sur son discours ou peut-être son apparence religieuse. C'était son action. Parce qu'elle, avant qu'elle... C'est bon, elle avait un passé quand même. Donc, elle a fait l'école de droit de Minister School et après, elle a rejoint, c'est-à-dire le sort de conseillère régionale, State Senate. Et après, donc, ce parcours-là, c'est-à-dire, elle a montré, c'est-à-dire son élection a été le fruit de son travail. Autrement dit, sorte de méritocratie qui est valable là-bas. On le voit, c'est pas qu'on ne le voit pas ici, mais elle n'est pas aussi justifiée. Par exemple, ici, c'est vrai, bon, elle a intégré le parti, le Democrat Party, donc le parti démocrate. Mais ici, c'est-à-dire, par exemple, l'élément religieux, même au sein, c'est-à-dire de la communauté, ou des leaders de la communauté musulmane, il n'est pas bien, il passe mal. Parce que d'abord, si par exemple quelqu'un qui a une activité à la mosquée, on va le taxer tout de suite qu'il est islamiste. Et alors, si elle est ou elle porte le voile, donc elle est islamiste. Donc, elle ne peut pas intégrer un parti classique, donc, sauf peut-être chez les Verts, je ne sais pas encore. Mais c'est-à-dire, si elle veut intégrer ou joindre le parti socialiste ou le parti communiste, je ne sais pas, alors les autres partis, bon, n'en parlons pas. Mais par contre, aux USA ou en Amérique, c'est-à-dire le cas d'Ilham Omar, c'est-à-dire ne s'est pas posé sur un élément religieux, voire un cliché, c'est-à-dire qui met en danger son action politique. Au contraire, elle a été soutenue. Elle a été soutenue par des agnostiques, enfin des protestants, des catholiques, et sa propre communauté et d'autres. La question, c'est qu'on se pose maintenant, c'est quand on parle de la diversité, c'est, par exemple, ici en France, en ce moment, on parle du séparatisme. Donc, déjà, le fait c'est-à-dire l'establishment, ici en France, rejette implicitement ou explicitement. Donc, s'il commence à légiférer, c'est explicitement. Donc, rejette c'est-à-dire la communauté ou la diversité, là, ça se poserait le problème. Et là, on commence, c'est-à-dire à parler de réjection, l'autre, c'est-à-dire de l'isolement. Et après, on va se dire, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça ne marche pas? Comme on dit en anglais, what went wrong? What went wrong, c'est simple, c'est-à-dire il y a un rejet. Et ce rejet-là, il est, c'est-à-dire, c'est-à-dire dangereux dans la dynamique du processus quand on parle d'intégration, d'assimilation, d'insertion, sachant que le problème d'intégration ne se pose pas en France. C'est-à-dire les enfants issus de l'immigration, vous connaissez mieux que moi, c'est-à-dire qui sont ici, qui sont nés, ils sont français, ils parlent français. C'est bon, à part, il y a il y a rien, c'est-à-dire ne les rapproche, c'est-à-dire du pays d'origine de leur père ou de leur grand-père maintenant, à part, je sais pas, le couscous.
Et encore, par contre, aux USA, il n'y a pas cette question, c'est-à-dire cette question de rejet, si vous voulez. J'aime pas trop le terme systémique, mais peut-être imposé. Et imposé, là, je reviens sur le mot imposé. Imposé par les médias. Les médias ont joué un rôle. C'est-à-dire surtout ici en France, depuis 5 ans, maintenant, le discours du Front National / Rassemblement National s'est banalisé. Et donc, suite à des événements tragiques que la France ait connus, c'est-à-dire depuis 2015, enfin jusqu'aux derniers événements, ça s'est, c'est-à-dire, met en danger la question de cette diversité. Maintenant, quelqu'un qui est issu de l'immigration a peur, c'est-à-dire dans sa tête, de se montrer publiquement parce qu'il est obligé ou elle est obligée de se justifier. Ah, c'est pas moi, je ne suis pas comme eux, c'est pas ma faute. Mais ce qui est important aussi, n'oublions pas aux États-Unis, l'événement du 11 septembre, c'est pas rien. Il y a eu plus de 5000 morts, enfin à New York, enfin, et entre Pennsylvanie et Washington, D.C. Il y avait l'administration Bush, qui a légiféré, c'est avec Patriot Act, la guerre sur le terrorisme, le War on Terror. C'est vrai, il a été réélu en 2004. Mais en 2008, les Américains ont quand même dit, enfin, à l'establishment américain, que voilà, basta. Maintenant, il y a Obama qui est apparu, c'est vrai, il était toujours éloquent, il a bien compris la société américaine, il a bien choisi son programme, il a bien choisi son slogan, et lui, c'est-à-dire, il ne s'est pas positionné dans une posture de diversité, c'est le contraire, avec son fameux slogan, enfin, there is no less state, blue states, there are only American states. Donc ça, c'est important, parce que quand même, il voulait donner ou se porter garant pour le reste de l'Amérique, comme il disait, pour ses grands-mères, ses grands-parents maternels. Parce que, donc, ils sont blancs. Donc, il ne voulait pas faire peur aux blancs. Que je suis, c'est-à-dire voilà, je suis ici pour unifier la société et trouver des solutions pour les années Bush. La différence qui se pose entre les États-Unis et la France, moi je crois, elle est historique. C'est-à-dire historique dans un sens d'ordre, c'est-à-dire d'abord le passé de la France, donc le passé colonial. Et la France n'a pas, ou une partie de la France qui n'a pas encore digéré donc, son échec de l'Empire français, et notamment son retrait ou son échec après la guerre d'Algérie. Parce que dans les années 60-70, voire même dans les années 80, quand on regarde, on parlait de l'étranger, en particulier non européen, on ne parlait pas de musulmans, on parlait de l'arabe / algérien. Mais après, donc, comme je l'avais mentionné avant, le discours politique a changé. Donc, le facteur religieux a primé sur le facteur ethnique. Et maintenant, on parle, c'est-à-dire quand on parle de l'étranger non européen, on ne parle plus de l'arabe, on ne parle plus de l'algérien, le maghrébin, on parle du musulman. Et ça n'aide pas, si vous voulez, ni le débat, parce que, enfin, le contraire, il est en train de provoquer des dégâts. C'est-à-dire, le dégât, ça se traduit comment? Où? Le dégât le voit maintenant, même chez les jeunes,
c'est-à-dire enfin, nos enfants, qui ont un goût, si vous voulez, amer, voire haineux envers la politique et le politique. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas politisés ou qu'ils ne font pas attention à ce qui se passe enfin, autour d'eux. Au contraire. C'est vrai, ils ne regardent pas BFM TV, ben, ne pas nommer une autre chaîne, mais ils sont à jour sur les réseaux sociaux, ils savent enfin, de quoi se passe autour d'eux. Mais ça, c'est un danger. C'est un danger parce que si eux, par exemple, c'est un jeune ou une jeune de 20 ans d'aujourd'hui qui va vous dire « Ah non, 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 politique, c'est autre chose. Bon, c'est ringard, c'est pour les vieux, moi, ça ne m'intéresse pas. Et puis, bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est je vais faire ma vie, faire gagner ma vie, faire de l'argent. » Mais ça, c'est bien. Mais en même temps, c'est-à-dire, il va y avoir une autre personne ou quelqu'un d'autre qui va remplir ce vide. Mais, encore, je reviens, c'est-à-dire au militantisme horizontal. Militantisme horizontal, ce que je veux dire par là, c'est que même ceux qui sont élus ou les élus actuels, enfin, au niveau local, ils ne font pas le job non plus parce qu'ils sont discrédités. Ils ont du mal, sachant qu'ils parlent le même langage que ces jeunes, mais ils ont du mal, c'est-à-dire aller envers eux pour justement les ramener et les faire introduire dans ce cercle c'est un cercle vertueux. Peut-être, enfin, il y a d'autres qui disent c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire, une fois que le politicien ramène, c'est-à-dire ces jeunes-là, ils vont être une sorte de chantage politique envers ou pour, c'est-à-dire le chef. Non. C'est-à-dire il faut les ramener dans ces cercles, il faut les laisser, c'est-à-dire se politiser davantage et acquérir une expérience sur le terrain. C'est non seulement, c'est-à-dire pour qu'ils puissent, c'est-à-dire avoir cette volonté politique et casser justement c'est-à-dire le thème de diversité. C'est-à-dire il n'est pas différent que le blanc français. C'est-à-dire on rentre à âme égale. Et je suis français comme vous. Parce que quand on parle, par exemple, c'est vrai, je crois que c'est le docteur Liamine ou le docteur Srey l'avait dit que Rachida Dati, vous avez fait la comparaison entre Rachida Dati et Manuel Valls. Quand on parle de Rachida Dati, ça les caractérise comme issus de l'immigration. Non, mais c'est vrai, ses parents sont immigrés, mais elle est initiée. Mais quand on parle de Manuel Valls, non. Parce que bon, et ça, c'est-à-dire ça rejoint donc la problématique du religieux et de l'ethnique. Donc, c'est-à-dire, encore une fois, c'est-à-dire la dynamique a changé, c'est-à-dire voir l'équation a changé. On ne parle pas, c'est-à-dire maintenant, de diversité en tant que groupe ethnique. On parle de diversité en tant que groupe religieux. Et à partir de là, c'est-à-dire que, par exemple, enfin, ce qui est un peu regrettable de l'actuelle administration ici en France, l'administration de Macron, c'est-à-dire qu'il est en train de justement faire non seulement le lit, mais il est en train de préparer, c'est-à-dire la salle à manger du Front National. C'est-à-dire lui, bien sûr, il n'a rien à proposer. C'est-à-dire politiquement parlant, il n'a rien, il n'a pas de programme. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il table, il capitalise sur le discours populiste. Et c'est très bien que, c'est-à-dire le fonds de commerce électoral, c'est bien tapé sur l'étranger. Mais sachant que ces groupes ou cette minorité, elles ne sont pas des étrangers. Ils sont nés ici, donc ils sont français à part entière. Il y a un point aussi qui est important pour les Américains. Les Américains, c'est-à-dire qui regardaient l'islam comme toutes les religions.
Les Américains n'ont pas, c'est-à-dire ce problème avec la religion ou les religions, parce qu'ils n'ont pas ce principe, si vous voulez, ou ce sacro-saint principe de laïcité. Il y a une différence. Ici en France, donc la laïcité et la religion de l'État, sans jeu de mots. Sans jeu de mots. Mais aux États-Unis, non. C'est-à-dire, bon, un musulman, comme un protestant, comme un catholique, comme un israélite, comme un hindou, c'est-à-dire, ils peuvent exprimer, manifester leur religion en public. D'ailleurs, on voit que c'est-à-dire pendant l'investiture, ils ramènent soit le Coran, soit la Bible, soit le Torah. C'est-à-dire pour prêter serment. Pour prêter serment. Donc, les Américains, ils sont un peu, c'est-à-dire, voire beaucoup, pragmatiques. Abdenour, Oui. Oui, Samir? Je ne t'entends pas, Samir. Abdenour, est-ce que tu m'entends? Oui, là, je t'entends. Est-ce que tu m'entends? Oui, très bien. Voilà, Là, tu as dépassé un peu le temps qui t'était imparti. Est-ce qu'il y a possibilité de conclure? OK. Pour qu'on puisse avoir le temps pour débattre et pour répondre aux questions. Okay. Merci beaucoup, Abdenour. Pour conclure, enfin, juste, il faut que, c'est-à-dire la communauté, voilà, les communautés, les leaders de la communauté musulmane ici en France, c'est-à-dire qu'ils essaient de s'organiser et qu'il n'y ait pas de peur, c'est qu'ils sont dans un état de droit, ils ont leurs droits, bien sûr, comme ils ont leurs devoirs, et qu'ils arrêtent, c'est-à-dire ce genre cette sorte de paranoïa quand ils essayent de prendre le modèle, c'est-à-dire d'action, voire du militantisme que de leurs coreligionnaires aux USA. Merci. Merci beaucoup, Abdenour, pour cette présentation. Tu nous as proposé également quelques solutions, quelques recommandations. Alors, vos différentes interventions ont suscité des intérêts, pas mal de questions. Alors, je vous demanderai en fait de répondre de façon assez succincte pour que les différents intervenants puissent avoir l'occasion de répondre également. La première question est une question qui est adressée à Yamine. Elle porte sur le cas Sarkozy. Est-ce qu'il serait possible de revenir sur les principales raisons qui ont poussé Nicolas Sarkozy à l'époque, lorsqu'il était président de la République, son intérêt pour la question de la diversité? En fait, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce qui vient d'être dit, parce que sur la question du modèle américain, et ça me permet de faire le lien avec Nicolas Sarkozy. Alors, on parle d'une espèce d'apologie du modèle américain, mais il faut faire très, très attention à ça. Très, très attention. Les États-Unis, c'est quand même le pays qui a interdit, et je vais faire le lien avec Nicolas Sarkozy, à 7 pays d'entrée, 7 pays musulmans, parce qu'ils sont musulmans d'entrée sur son territoire. L'élection de Barack Obama, c'est l'explosion des violences policières contre les Noirs. C'est les expulsions massives sur le territoire. Les États-Unis, les droits aujourd'hui d'un musulman sont beaucoup plus importants en France qu'aux États-Unis. Je parle quand il y a, par exemple, des procès sur un certain nombre de listes sur les questions, par exemple, du terrorisme. On ne peut pas en France expulser, comme c'était le cas récemment, un Tchétchène radicalisé qui a fait l'apologie du terrorisme. Aux États-Unis, ils ne s'embarrassent pas, ils ont Guantanamo. Il faut faire donc très, très attention à ces politiques marketing des États-Unis. En France, il y a aussi des députés. Il y a une députée de Mayotte qui porte un petit fichu qui est comme un voile, puisque la loi de 1905 ne concerne pas les élus. Elle concerne les agents qui ont un devoir de neutralité. Donc, il y a une députée à l'Assemblée nationale qui porte son fichu un peu à la maroesque, qui est certainement d'origine musulmane. Ça me permet de faire un lien, donc c'est pour ça qu'il faut faire toujours très attention à ce French bashing qu'on entend régulièrement. Et puis sur le terrain, vous regardez aujourd'hui, malgré le Covid, on a une augmentation de plus 3% des étudiants qui viennent du Maghreb, alors qu'on a une chute de ceux d'Asie et de Chine. Ce que j'ai envie de dire, c'est que la France, aujourd'hui, le modèle laïque français, c'est un des modèles les plus attractifs pour les musulmans qui viennent, y compris les frères musulmans, qui viennent s'y réfugier. Et ça, c'est les chiffres qui parlent, hein. C'est des chiffres sur le terrain qui parlent de manière très concrète, hein. Donc les États-Unis qui ont un système ultra répressif, là peut-être la grande différence qu'on n'a pas réussi à faire, c'est qu'en France, on n'a pas réussi à faire adhérer les gens au modèle français, parce que les États-Unis, ils ont une espèce de mythologie autour de leur nation qui est assez importante, qui est déployée. Voilà.
Et puis, autre point par rapport à Sarkozy, c'est que Nicolas Sarkozy est un pragmatique, en fait. Il avait une espèce de fascination pour le modèle américain. Donc, pour lui, l'idée de mettre en avant ces figures un petit peu de la diversité, c'était quelque chose d'important pour lui. Donc, il avait cette vision où il s'est dit, pourquoi pas la discrimination positive? Sauf qu'il a très vite buté sur le modèle français. On ne peut pas d'un côté dire aux gens de s'organiser en communauté, notamment religieuse, ou de parler d'un préfet musulman, et dire, écoutez, on veut être considéré comme quelqu'un de normal, avec ses spécificités, sa culture, etc. etc. Et c'est là où on touche peut-être à la différence, c'est que Nicolas Sarkozy étant libéral, il dit, gérez-vous comme aux États-Unis, gérez-vous dans le modèle de soins. Quand on a besoin d'un respirateur, ça coûte des milliers d'euros aux États-Unis. En France, même quand on n'a pas de papier, on est soigné. Et c'est ça la force du caractère français. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de gens souhaitent venir ici. Et ça, il faut le rappeler parce qu'on parle souvent des débats dans les médias, etc. Pourquoi est-ce que les gens aujourd'hui rêvent de ce pays? Pourquoi est-ce qu'il fait rêver dans les faits? Et on ne raconte pas cette histoire-là. On ne la raconte jamais parce qu'on a, bon gré mal gré, un système de soins beaucoup plus efficace que celui des États-Unis. Quand je parle d'efficacité, c'est en termes d'universalisme. On est soigné de la même manière, riche ou pauvre, ce qui n'était quand même pas le cas aux États-Unis. Et Nicolas Sarkozy, dans sa vision, et c'est un petit peu le cas pour Emmanuel Macron, c'est de dire, vous gérez entre vous, on va créer, on va communautariser l'espace politique, tenez un petit peu de religieux, allez, tenez, on va vous mettre entre vous, on va essayer d'organiser le CFCM, etc. Mais une fois qu'on a fait ça, c'est ce qui se passe avec Trudeau, qui est en train de mettre à mal l'État social au Canada. Je vous souhaite la bonne fête de l'Aïd, je me déguise en sari. Et qu'est-ce qu'on en a à faire quand nos parents ont besoin de soins? Au final, qu'est-ce qui compte le plus au final? Et les corps, ce qu'ils sont en train de dire, les corps qui traversent aujourd'hui la Méditerranée, qui traversent les Comores pour aller à Mayotte, qui veulent venir en France, ils nous disent que ce modèle français, les corps, ils se déplacent, il fonctionne au final. Il intègre effectivement. C'est une machine à intégrer. En France, vous imaginez un seul instant, si on avait dit on interdit 7 pays musulmans, on crée un Guantanamo, on aurait crié au loup, on aurait dit mais attendez, c'est de la répression. Ce qui se passe en revanche et qui est un petit peu dangereux sur le terrain, c'est qu'effectivement, vous avez des politiques qui communautarisent, qui regardent l'autre à travers un prisme, mais vous avez aussi des acteurs, notamment ces frères qui depuis 30 ans fustigent le modèle des sociétés, des frères musulmans en Europe depuis 30 ans, qui fustigent le modèle de notre société, mais qui en même temps, eux-mêmes, souhaitent, pour tout un tas de raisons, de leadership local, etc., enfermer, assigner des phénomènes nouveaux, des jeunes filles qui ne peuvent pas aller à l'école aujourd'hui, qu'on scolarise à la domicile. Vous imaginez la régression par rapport à la génération de nos parents, pour qui l'école, c'était central. Des gens qui disent que le vote est illicite, selon certains principes religieux. Vous imaginez ça? C'est qu'on est en train de vouloir assassiner une partie de la citoyenneté. Et ces acteurs-là, si on ne les identifie pas, bien évidemment, ils sont en lien avec des responsables politiques. C'est un jeu comme un couple, si vous voulez, qui fonctionne ensemble, qui parfois divorce, parfois se tape dessus. Eh bien, voilà, il faut faire attention au brouhaha médiatique, à tout ce qu'on nous dit sur les médias et sur le terrain. Le terrain, c'est que la France, aujourd'hui, n'a jamais été aussi attractive. Les corps sont en train de vouloir venir, et y compris beaucoup de gens qui sont propriétaires dans leur pays d'origine. Ça nous dit beaucoup de choses. C'est quelque chose, ça veut dire que comme en 89, quand il y a eu la chute du mur de Berlin, vous avez une partie de l'espace musulman qui est en chute aujourd'hui, et les corps veulent ça, ils veulent la liberté. Ils veulent que l'enfant, quand un enfant est autiste, il n'a pas envie d'un soin, soi-disant religieux. Ils veulent que l'autisme de son enfant soit considéré. Il n'a pas envie qu'on le voit comme une incarnation du diable. Et donc, ces gens qui viennent, qui ont fait ce choix aujourd'hui de la France, eh bien, cette histoire-là, on ne la raconte pas assez. C'est l'histoire de la promesse française. C'est l'histoire de Picasso qui est venu en France. C'est l'histoire de Romain Gary et de tout un tas d'inconnus qui font que ce modèle français, qui est compliqué, parce que c'est un modèle universaliste, c'est un modèle où il n'y a pas de religion d'État. Aux États-Unis, la religion d'État, c'est le dollar. En France, ce modèle de laïcité fait qu'effectivement, on regarde le handicapé non pas comme une malédiction divine comme de l'autre côté de la Méditerranée, mais comme un sujet à être traité. Et ce modèle-là, je pense que certains politiques comme Nicolas Sarkozy se disaient, d'une certaine manière, eh bien, on va communautariser comme ça l'État social. C'est un petit peu la logique aussi d'Emmanuel Macron. On s'adresse à des groupes, vous vous débrouillez entre vous, vous vous autogérez, mais quand il s'agit de vous soigner, eh ben nous, on va couper des lits dans les hôpitaux. C'est ça le risque aussi qu'il y a autour de ces discours, autour de la diversité cosmétique. Excusez-moi si j'étais un petit peu long. Non, il n'y a aucun souci, Eliamine. Merci beaucoup pour ces précisions. Une question qui s'adresse à la fois à Serer et à Denour, mais à laquelle Eliamine est également invitée de répondre. Alors, je vous demanderai, s'il vous plaît, pour qu'on puisse avoir le temps, on va dire, de débattre et de répondre aux différentes questions, de répondre de façon un peu synthétique, s'il vous plaît, et de façon en même temps très
précise. Alors, une question qui est plutôt un commentaire, mais sous forme de question. Il semblerait, et je la lis, il semblerait que faire carrière en politique, quand on est issu de la diversité, soit plus facile aux États-Unis qu'en France. C'est une question. Qui voudrait répondre? Qui voudrait se lancer? Abdenour, ton micro, s'il te plaît. Oui, pardon. Oui, si Dr. Schreier voulait répondre, peut-être Non, il aura. n'y a pas de problème. Vous pouvez, OK. allez-y, il n'y a pas de souci. Merci. Non, juste pour répondre rapidement au docteur Liamine, moi, je ne fais pas l'apologie des États-Unis et je ne suis pas en train de détruire la France, hein. French bashing. Non, ce n'est pas du tout le but. D'ailleurs, le titre, c'est diversité politique. Et quand vous avez parlé du modèle social français, bien sûr, bah, tout le monde envie le modèle. D'ailleurs, en parlant des États-Unis, même Obama, quand il a voulu, c'est-à-dire introduire son programme de santé publique, Obama Healthcare, donc beaucoup de républicains, beaucoup d'immigrés, d'Américains, qu'on lui a reproché qu'ils voulaient s'inspirer du modèle français. Non, il y a un modèle français. La France, c'est un pays magnifique, on n'a pas dit le contraire. Sauf que, pour répondre à votre question de nos viewers, Samir, ben oui, c'est beaucoup plus facile aux États-Unis de faire une carrière politique qu'en France, pour la simple raison, c'est-à-dire que voilà, il y a le système de méritocratie qui est plus facile à le suivre et après, d'arriver en France, on a du mal parce que on est toujours, c'est-à-dire on voit d'ailleurs, on le voit toujours comme l'autre ici de l'immigration. Il y a un autre exemple très très simple, l'effet Zidane. Zidane, quand il a marqué 2 buts et la France a remporté la Coupe du Monde en 98, c'était le Zidane français. En 2006, quand il a donné un coup de boule au défenseur italien, on le ressort, ses origines algériennes. Voilà. Mais bon, justement, c'est ça le problème. C'est-à-dire, ici en France, on a du mal à se démarquer, à se idéologiser. C'est-à-dire qu'on ne le regarde pas, c'est le candidat qui… J'ai vu que M. Liamine avait mentionné 2-3 fois les frères musulmans. Bah, les frères musulmans, ils sont comme nous autres, hein. Donc, c'est quelqu'un qui a une appartenance idéologique, c'est comme le maoïste ou le marxiste, hein, c'est pas interdit dans la loi. Donc, Non, j'ai pas dit que c'était interdit, hein. J'ai dit juste le travail qu'ils font pour saper une partie de l'engagement de la jeunesse sur le terrain. Ce que je constate, moi, c'est qu'ils font une partie de ce travail-là où ils non, désengagent une partie de la jeunesse par leur discours, etc. Et surtout, ce que vous avez dit, parce que vous avez dit qu'il y a des gens, on leur dit finalement qu'il y a des discours d'extrême droite et il faut les condamner qui disent ils ne sont pas français, ils n'aiment pas la France, mais c'est pareil. Chez certains frères musulmans, il y en a qui disent vous n'avez pas aimé ce pays, vous devez le combattre, etc. Donc les deux se rejoignent. Et si on n'est pas capable de le dire, on va pas voir la face de deux radicalités. Voilà, juste un petit. OK. Moi, franchement, je ne suis pas d'ailleurs les frères musulmans, c'est-à-dire qu'il y a un courant qui est plus modéré. Et ça, je ne suis pas ici pour défendre le courant des frères musulmans parce que le courant qui date depuis 8 décennies, donc le plus modéré, c'est bien le courant des frères musulmans. C'est-à-dire qui justement encourage ces jeunes, les jeunes dits de quartier, c'est-à-dire de s'intégrer davantage d'entrer dans la vie politique. Voilà. Cyril, est-ce que tu voudrais répondre à la Oui, question qui a été oui, posée sur rapidement. les États-Unis et la France? Oui, rapidement, bien sûr. Oui, Euh, merci. avant cela, juste pour vous dire que les immigrés, surtout les immigrés qui viennent un peu d'ailleurs, surtout en Afrique et au Maghreb, ils sont attirés en France parce qu'il y a un modèle social attractif. Ça, c'est connu. Il y a un modèle attractif. Il y a comme il a mentionné bien Soum, c'est-à-dire le modèle, le système de santé, le système scolaire et tout, il n'y a rien à dire. Il est vraiment par rapport, c'est-à-dire par rapport au modèle africain, il est bien développé, entre guillemets égalitaire,
mais le problème, on parle de la politique, la diversité en politique. C'est un champ un peu complexe et difficile pour trouver une place légitime à cette minorité. C'est-à-dire, moi j'ai interviewé pas mal des élus qui sont, soit qui sont nés en Afrique ou qui sont vraiment C'est rire? Frère? Ah, il y a un problème technique. Bon, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'il là. va sans doute se reconnecter. Oui, Oui, pardon. super. Donc, Merci beaucoup. Je t'en prie. Donc voilà. Donc, au niveau de. Moi, j'ai interviewé pas mal de élus et des politiques d'origine étrangère, entre autres maghrébines. Tous, ils confirment pourquoi le modèle politique français est vraiment difficile pour trouver une place égale et légitime par rapport à d'autres personnels politiques, entre guillemets, dites blancs. C'est vraiment difficile. Il faut voir le réseau, il faut intégrer un parti politique, il faut avoir un carnet d'adresses bien blindé, entre guillemets. Donc, la politique en France, c'est un jeu un peu implicite. C'est un jeu de réseau. C'est avoir vraiment une stratégie pour arriver à un mandat ou une place politique. Par contre, on fait une petite comparaison par le système américain que je glorifiais pas non plus comme il croyait notre ami. C'est-à-dire le racisme et la discrimination, c'est un phénomène mondial. On trouve partout, même dans les pays arabes ou que sais-je. Donc, mais aux États-Unis, l'élite ou la personne qui voulait faire la politique d'une manière noble, elle pourrait avoir une place malgré ses origines et sa religion et sa classe sociale. C'est ça la différence entre la diversité en France et aux États-Unis. Voilà. Merci beaucoup, Sérir. Alors, une troisième question, celle-ci, on va dire, s'adresse à vous trois. Alors, je vous demanderai, on va dire, d'y répondre, on va dire, très rapidement. C'est une question qui porte sur le lien entre la diversité et la lutte contre la dépolitisation dans les quartiers populaires. Dans quelle mesure la diversité constitue un outil ou un instrument politique pour lutter contre la dépolitisation dans les quartiers populaires? Eliamine? Je vais essayer d'être bref. La dépolitisation, c'est ce que disait tout à l'heure M. Toumi. C'est vrai que là, moi, j'ai des étudiants, ils ont 20 ans, ils me disent, vous savez, monsieur, aller en politique, faire président, c'est chiant, ils n'ont pas beaucoup de pouvoir. Le pouvoir, il est au sein des multinationales. À quoi ça sert? À quoi ça sert l'engagement? Ce que j'ai constaté, ce que j'ai fait pas mal de terrain là, pendant les dernières municipales, c'est que vous avez, en dehors du cadre de la diversité cosmétique, etc., vous avez quand même cette émergence d'un certain nombre d'acteurs, j'ai vu à la Courneuve, dans la région de Dreux, du côté de Marseille, qui en fait ont acquis un certain nombre de compétences politiques et qui aujourd'hui se retrouvent dans des assemblées locales. Donc on a quand même, je ne vois pas une dépolitisation totale. Il y a même dans certains coins, alors moi je n'y croyais pas au début, mais des gens qui ont été chercher des voix des abstentionnistes. Et on voit qu'il y a eu dans les conseils municipaux des gens qui ont fait un vrai travail assez pragmatique, hein, d'aller compter les voix, etc. etc. Donc il y a quand même cette dynamique-là qui est très intéressante sur le terrain, malgré ce qui a été souligné, hein, des formes de discrimination, de paternalisme, des discriminations qui sont ethniques. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec ces catégories englobantes. Vous le savez, Samir, vous vivez en Turquie. Essayez de regarder les statistiques du chômage des personnes d'origine maghrébine et d'origine turque en France. Pourtant, on pourrait penser qu'ils ont la même religion en apparence. Et c'est pareil sur ces questions coloniales. On appuie souvent sur le bouton colonial, le colonialisme. Le Maroc a été un protectorat de 44 ans. Il y a un maréchal qui s'appelle Lyoté qu'on célèbre encore au Maroc. Personne ne va manifester devant l'ambassade du Maroc pour dire ça craint, etc. Le Vietnam a été une colonie où il y a eu une guerre d'indépendance beaucoup plus violente et il n'y a pas d'instrumentalisation de la part d'associations de cette question post-coloniale. Donc il faut faire très attention sur les boutons sur lesquels on appuie sur ça dépolitise. Vous avez une génération qui est en train d'émerger, assez pragmatique, consciente de la politique. Maintenant, le phénomène de dépolitisation, d'abstention, ça c'est un phénomène massif. Il faut regarder les résultats des grandes villes. Moi, là, je suis à Tours actuellement. C'est une ville qui a été prise par les écolos parce que c'est une petite classe moyenne supérieure, éduquée, qui vote, qui veut du
quartier du bio, etc. Et on voit que ces anciens foyers catholiques comme Bordeaux, Tours, etc. sont aujourd'hui des villes écolos. La sociologie du vote à Perpignan, à Béziers, où vous avez le prolétariat en centre-ville, c'est une sociologie de rassemblement national. Donc vous avez encore des logiques de classe sociale, même si, et la crise sanitaire va peut-être l'accentuer avec les décisions contradictoires, on a quand même des phénomènes d'abstention énormes sur un certain nombre de territoires. Vous pouvez gagner une mairie aujourd'hui avec très peu de voix. Donc il y a ces phénomènes-là. Mais il ne faut pas, je pense, assigner comme ça, dire sur certains quartiers, il y a quand même des dynamiques territoriales très différentes, très variées, selon le contexte économique, selon le contexte local. Merci beaucoup. Cyril, si tu veux répondre, Oui, je peux répondre rapidement, s'il vous plaît. Hop là. tu es libre de répondre ou Très bien. répondre à ce Oui, qui est posé en fait. Oui, je voudrais rajouter aussi que vraiment ce phénomène de défiance à l'égard des politiques en banlieue, c'est authentique, c'est-à-dire c'est d'un phénomène qu'il a approuvé par des enquêtes sociologiques et d'autres. C'est-à-dire la jeunesse de la banlieue, c'est une jeunesse déconnectée en quelque sorte parce qu'il y a le chômage, il n'y a pas le travail, les gens ils n'ont pas la confiance politique. Ils disent que, regardez, par exemple, les politiques, ils sont au centre de Paris, ils sont dans des conseils qui ne ressemblent pas. C'est-à-dire, il n'y a pas un reflet légitime de cette société multiculturelle, parce que même ce concept, il est controversé en France. Pas mal de, comme j'ai mentionné auparavant, pas mal des intellectuels qui disent non, la France, ils ne veulent pas ce modèle, malgré qu'en réalité, si vous sortez dans les rues de la banlieue, ou même à Paris, ou d'autres villes, vous trouvez que la population est métissée. Mais par contre, au niveau de représentation politique, on trouve qu'il y a un problème réel. Donc, il faut connaître ce problème. Il ne faut pas qu'on dise que oui, en France, ce problème, c'est bon, on a trouvé la solution. Donc, chaque occasion ou chaque élection, on donne la chance à un symbole pour refléter stratégiquement qu'en quoi la jeunesse ou les Français issus de l'immigration, ils ont pas de problème, mais en réalité, il y a vraiment un problème de fond. Moi-même, à travers mon enquête, j'ai constaté que les adjoints maires ou les conseillers, ils disent que les jeunes, ils ne votent pas, donc ils n'ont pas cette culture politique ou cette culture de vote dû bien sûr à plusieurs facteurs, c'est-à-dire le facteur familial, la famille n'est pas politisée, l'environnement, il n'y a pas vraiment comment dirais-je, un attirance vers la politique. Donc c'est pour ça, tous ces facteurs, je pense qu'ils jouent sur cette mentalité qu'on trouve vraiment une grande partie qui n'est pas vraiment politisée en ce moment en France. Merci Ted, merci Cyril. Abdenour, si tu veux compléter oui, la réponse. Je rejoins tout à fait mes deux chers collègues concernant, c'est-à-dire si vous voulez, ce divorce entre les jeunes et les politiques, voire les politiciens. Mais cela, ce n'est pas un problème franco-français. Hein. On avait remarqué ça même dans les pays, par exemple en Algérie, il y a eu récemment des élections et il y a le taux d'abstention très très élevé et notamment au sein du vote jeune. Moi, je crois que le jeune, de 2000, c'est pas le même contexte. C'est pas la même société en quelque sorte entre l'Algérie et la France. Donc l'Algérie elle a eu ses propres problèmes. Non, mais c'est juste un petit comparatif sociologique. Je sais très bien que ce n'est pas le même contexte et je ne peux pas comparer la France à l'Algérie non plus. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que mais il y a un sentiment aussi, c'est qu'il est global au sein, c'est-à-dire de la jeunesse d'aujourd'hui, c'est que cette jeunesse-là, elle est traumatisée.
Donc, il y a eu beaucoup d'événements tragiques qui l'ont laissé justement se distancier, voire haïr la politique. Et un élément très important pour les sociologues aussi, c'est l'idéal. C'est-à-dire, il n'y a rien à vendre. C'est le politicien d'aujourd'hui, ce n'est pas comme le politicien des années 70, 80. Il y avait des idéologies, il y avait un débat. Et il y avait même, au sein des journaux, on voyait qui sont, c'est-à-dire marqués de gauche, de droite, du centre. C'est-à-dire dans les années 2000, on voit rarement cette nuance. Ce qui est important aussi, c'est-à-dire de dire que les jeunes en banlieue ne sont pas politisés. Moi, je crois que ce n'est pas exactement juste parce que bon, je vis en banlieue et j'ai beaucoup de contacts avec les jeunes, mais bon, c'est-à-dire avec un œil attentif. C'est-à-dire, quand je parle avec eux, ils sont politisés, ils sont hautement éduqués, enfin des ingénieurs, des avocats, voire des jeunes profs, mais c'est-à-dire la réponse, elle est simple, on ne fait pas confiance à la politique et aux politiciens. Donc, il y a le problème qui se pose, c'est-à-dire la relation gouvernant-gouverné, elle se résume dans l'élément de confiance. Et justement, c'est-à-dire il faut les encourager et il faut les ramener, c'est-à-dire à ce processus. Il faut les laisser, c'est-à-dire aimer la politique. Comment? C'est-à-dire à travers un vrai débat. Et le débat, malheureusement, c'est-à-dire, M. Srayer, vous avez dit que leurs parents ne sont pas politisés. Moi, je dirais plutôt c'est le contraire, parce que bon, moi, je suis algérien, tous les Algériens sont ultra-politisés. C'est après le football, c'est la politique. D'ailleurs, sans aucune exagération, c'est le pays le plus politisé au monde. Donc, on ne parle que de politique. Même, c'est-à-dire, ça n'a pas de sens, mais on parle de politique. Sauf que, c'est-à-dire, la politique dont on veut c'est-à-dire la donner ou la laisser aimer comme nous l'avions aimé, c'est le débat, l'instruction et la formation. C'est la formation sans être structurée, hein. C'est la formation, c'est-à-dire à travers, encore une fois, de la littérature politique. Mais malheureusement, dans ces années-là, on a perdu ces éléments d'instruction politique. Excusez-moi, si vous permettez rapidement. Oui. Merci. Oui, c'est rire, je t'en prie. Je veux juste répondre à notre cher ami. Je parle en banlieue. En fait, il n'y a pas que les Algériens, comme vous le savez. C'est la banlieue, il y a du tout. Donc, et pour les parents, n'oubliez pas que c'est je parle des parents, c'est-à-dire les familles issues d'immigration. En général, ce sont des familles pauvres économiquement. Ils n'accèdent pas à une classe supérieure, c'est-à-dire vous trouvez des cadres, bien sûr, des enfants, mais je parle des parents. Les parents, parfois, ils ne maîtrisent même pas les codes de la politique et tout. Donc, ils se parlent entre eux, bien sûr, la politique, mais je parle de la participation réelle de terrain. C'est-à-dire une famille ou des parents qui viennent souvent pour participer à un débat dans un conseil politique, au sein d'un autre conseil, par exemple, ou surtout le vote, il faut voter, mais on a constaté que sur le terrain, même en France en général, les jeunes, les jeunes issus de l'immigration ne votent pas. C'est-à-dire ce droit, il n'est pas exercé d'une manière intelligente et avec une certaine vision. Quand vous parlez avec les jeunes, ils parlent de politique, de tout. Ils vous parlent de politique, mais par contre, ils n'exercent pas ce droit. Il est pas, il a une forme de rupture psychologique avec la politique de ce pays au niveau local et surtout au niveau national. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cyril. Alors, trois dernières questions que je vais regrouper pour gagner du temps. Je vous demande en fait d'y répondre d'une manière globale. Alors, la première, c'est quel serait en fait le parti politique le plus ouvert à la diversité? Quid du Rassemblement national?
quel est le lien, en fait, voilà, quelle est la part, on va dire, de la diversité? Est-ce que c'est une question, on va dire, centrale ou qui intéresse le Rassemblement national? Et une question liée à la précédente, peut-on considérer l'ancien cadre du Rassemblement national, Jean Messiha, comme un représentant de la diversité en politique? Eliami, veux-tu commencer? Oui, je vais y aller. Donc, la première question, c'était autour des partis politiques. Bon, bien évidemment, c'est extrêmement compliqué d'y répondre. Tant qu'on n'a pas défini la notion de diversité, moi, je ne souscris pas à cette notion-là, même si d'un point de vue symbolique, c'est important. Si on considère le modèle français, je pense Mhm, qu'il faut continuer d'aller sur le chemin, de se dire qu'on est des citoyens. On a eu un petit peu les écolos, enfin, il y a eu tout un tas de stratégies qui ont été déployées. Bien évidemment, il y a eu cette espèce de trahison de la gauche, hein, l'idée que la gauche, le Parti communiste, lui, qui a toujours pensé que les migrants allaient partir, parce que c'était aussi le discours des parents, on achète une maison au bled et on y retourne. Le Parti socialiste avec des logiques paternalistes, hein, la petite tape sur l'épaule, on le voit bien aujourd'hui avec une partie de la gauche qui maintenant a fait de la question religieuse son nouveau dada. Vous êtes des musulmans, tout simplement, mais vous n'êtes pas autre chose. En fait, vous n'êtes pas forcément des citoyens. C'est comme disait Sartre, juif dans le regard de l'autre. Et puis vous avez cette droite pragmatique, mais qui a parfois c'est relents aussi parfois de racisme au sein des partis politiques et d'assignation. Et donc, bon, voilà. Et puis ces écolos qui aussi, eux, euh, quand on voyait des choses, on écoutait Noël, ma mère, dire qu'à un moment donné, il ne fallait pas contrôler des musulmans pendant le ramadan. Je veux dire, mais si quelqu'un vient me braquer chez moi, pourquoi? Parce qu'il est musulman. Quand il y a eu ce qui s'est passé à Trappes il y a quelques temps. Donc pareil, une forme de paternalisme et d'assignation de la gauche qui tape dans l'épaule, mais qui ne considère pas l'autre comme un citoyen. Euh, voilà, donc moi je ne sais pas. Sincèrement, je ne peux pas répondre s'il y a des partis qui sont plus exemplaires. Le Rassemblement national, a fait un travail extraordinaire de ce point de vue-là. Il y a eu déjà dans les années 90 un groupe qui s'appelait Arabité et Francité, très nationaliste. Et en fait, dedans, il y avait des nationalistes arabes. C'était un peu plus à la mode à l'époque hein, que maintenant les frères musulmans. Les idéologies, elles ont une durée de vie, puis après, elles meurent. À l'époque, le panarabisme était les derniers coups avec Saddam Hussein. Et donc, ils ont essayé comme ça de récupérer déjà sous Jean-Marie Le Pen, dire regardez, nous, on est contre l'intervention, on ne veut pas d'intervention au Proche-Orient, donc on s'accommode bien des dictatures qu'il y a dans ces pays-là. Et ce qu'a fait le Rassemblement national, c'est que Marine Le Pen, si vous écoutez bien, elle dit aujourd'hui on a un problème avec l'islamisme et pas l'islam, ce qui correspond à une majorité de l'opinion, y compris dans les pays musulmans, parce que c'est là-bas où ils tuent plus. La France, elle est touchée par ce phénomène parce qu'elle en accueille, etc. Mais ce sont là-bas, c'est des sociétés, comme vous avez parlé de l'Algérie, qui ont vécu cette terreur-là. Et elle fait bien ce distinguo-là. Elle dit l'islam est compatible, donc ce qui lui vaut, si vous voulez, des personnes qui disent mais comment, qu'est-ce qui se passe, pourquoi on a un problème. Elle dit non, non, voilà. Elle est dans une stratégie aussi électoraliste. Est-ce que vous savez que c'est le territoire le plus musulman de France qui vote le plus Rassemblement national? Est-ce que vous saviez ça? Quel est le territoire où il y a le plus de musulmans en France en concentration? C'est Mayotte. Mayotte, c'est un territoire où on entend l'appel à la prière. Je vous ai dit, contrairement à ce qu'on dit, parce que les Américains ils nous vendent ces figures, il y a une nana qui porte un fichu et un petit voile maoré qui siège à l'Assemblée nationale, mais on ne dit jamais ça. Et que ça ne pose pas de problème. Personne n'est allé de la titiller, cette femme, à ma connaissance. Eh bien, Mayotte vote à 45% Rassemblement national. C'est quand même assez hallucinant. C'est-à-dire qu'il y a un travail aujourd'hui. Alors, ils n'ont pas d'ancrage au niveau local, au niveau politique, c'est plutôt la droite qui est ancrée, mais ils ont réussi quand même à faire ce coup. Donc, il y a on peut dire une stratégie. Puis Marine Le Pen, à ma connaissance, n'a pas été condamnée pour des questions de racisme, parce que c'est un délit aux yeux de la loi. Euh, donc, aujourd'hui, elle a quand même un espace qui se pose, même si je pense qu'elle a un gros poids, qui est quand même celui de Le Pen père. Euh, voilà, qui est quand même un boulet aussi d'un point de vue idéologique avec toutes ses sorties sur la question algérienne, sur l'antisémitisme, enfin, sur tout un tas de choses. Jean-Marie Le Pen, qui est un tribun, mais aussi un boulet par rapport au nom de Le Pen. Mais on peut dire que le Rassemblement national et Messia, c'est effectivement, ils font un travail aujourd'hui de déverrouillage petit à petit d'espace. Et ils essaient finalement de dire, nous, d'un point de vue de la diversité, on n'a pas le même problème que les autres partis politiques. On est ce parti qui va vous protéger. Et comme vous le savez, dans les vagues migratoires, hein, vous arrivez, vous êtes migré, vous voulez fermer la porte derrière vous. Et juste un point sur la question de la dépolitisation, je vais faire très bref. Ce que disaient Séguer et M. Toumi, c'est que en fait, il faut vraiment écouter ce que disent des jeunes de 20 ans. On est des dinosaures. On écrit des bouquins, tout ça. À 20 ans, aujourd'hui, ils sont sur TikTok, sur Snapchat. Il faut vraiment écouter ce qu'ils nous disent. Quand ils nous disent que c'est pas là que ça se passe, le politique, ils n'ont pas totalement tort. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui à un maire? Il gère un peu de l'urbain, c'est les intercos, c'est les métropoles. En Indre-et-Loire, ici, 2 communes, personne ne voulait se présenter. Et on n'a pas trouvé qui voulait se présenter par rapport à la question de la responsabilité. Donc effectivement, ça pose la question.
on est en train de basculer sur une démocratie numérique. Eux, ils sont connectés, ils sont vifs. L'écriture, c'est pas forcément le même langage. Alors, c'est peut-être compliqué parce que nous, on aime les bouquins, mais il faut bien se mettre dans leur tête que se dire, on est dans la société de l'image aujourd'hui. Il y a quelque chose qui est en train, on est dans cette période de transition, et ça va forcément impacter sur la manière de fonctionner de la démocratie. S'il y a crise, c'est bien en lien avec tout ça. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Eliamine. Cyril, est-ce que tu veux répondre aux différentes questions rapidement, qui ont été posées? Merci, Samir. Je pense que tous les partis politiques essaient de draguer tous l'électorat pour gagner une élection, ça c'est évident. Donc c'est pour cela, chaque élection il essaie de ramener des candidats qui ressemblent à la population et aussi pour avoir un électorat qui vote pour eux, par exemple, soit le Front National, l'ancien Front National plutôt, ou les partis classiques. Donc à chaque fois, dès qu'il y a une élection, tous les partis rentrent dans une compétition, en quelque sorte, une concurrence pour capter rapidement l'électorat et avoir des voix. Donc c'est ça, c'est un système de calcul politicien. Et puis il y a aussi une sorte de manœuvres de temps en temps. Par exemple, le cas de Messiha, il est parlant, il est éloquent. C'est-à-dire, quand un parti qualifié d'extrémiste, et connu par tout le monde, demander un candidat issu de l'immigration. Le cas de Messiha, qui est né en Égypte, il est venu ici en France, il était naturalisé, et puis il devenait vraiment un défendeur ardent autour des causes et autour des thèmes de l'extrême droite. Et puis parfois, quand j'entends, il essaie de nier les autres, c'est-à-dire les gens qui le ressemblent. C'est-à-dire il l'utilise comme une arme contre l'électorat et pour gagner un électorat. Vous voyez, c'est un jeu un peu ambigu qu'il se trouve cette politique un peu particulière et spéciale, si j'ose dire. Merci beaucoup, Cyril. Abdenour, est-ce que tu veux répondre aux questions? Merci. Non, ce n'est pas une réponse, enfin, juste un petit commentaire concernant cette importante, elle est pertinente la question en fait. C'est l'appartenance, tout cela, c'est l'adhésion d'une personne issue de l'immigration. Et moi, j'aime pas trop issue de l'immigration parce qu'un enfant, enfin, un jeune de 20 ans, une jeune de 20 ans, ils ne sont pas des immigrés, ils sont des Français. Donc, de confession musulmane, parce qu'on parle de religion, c'est-à-dire l'appartenance politique, elle est importante parce que, justement, il y a une diversité au sein de cette communauté. Donc, et cela va traduire selon l'appartenance idéologique de cette personne. Donc, si cette personne partage des sensibilités politiques, voire idéologiques, avec les écologistes, pourquoi pas, avec les socialistes, enfin les communistes, la droite, enfin les républicains, et même le Front / le Rassemblement national. Mais moi, ce qui me fait peur en ce moment, c'est-à-dire, ça nous ramène à la problématique de la relation du politique avec le jeune. Et le jeune, c'est-à-dire, on ne dit pas qu'il est apolitique ou non politisé. C'est l'élément de confiance. Et là, justement, c'est-à-dire, je crois que ces partis-là, enfin les partis politiques que nous avions connus, c'est-à-dire dits classiques, c'est-à-dire que l'action militante, voire politique, passe par les canaux de partis politiques. Il faut être membre, il faut avoir une carte partisane pour pour joindre ou avoir des idées politiques. Moi, j'ai peur que c'est en train de disparaître. Et encore une fois, excusez-moi, quand je dis j'ai peur, je n'ai pas vraiment peur, mais c'est une expression que la fin des partis politiques.
Et cela, donc, ça va laisser, c'est-à-dire un boulevard, justement, enfin, politique pour ces gens-là de s'exprimer davantage. Et comme l'avait mentionné Dr. Liamine, c'est-à-dire qu'il y a une démocratie numérique qui est pratiquée maintenant sur les réseaux sociaux. Donc, tu vois, c'est, si vous voulez, sorte de une démocratie alternative. Merci. On avait perdu Samir. Oui, je crois qu'on a perdu Samir parce que j'ai vu tout à l'heure que moi aussi j'ai eu le même souci sur la problématique de la déconnexion. Non. Écoutez, je vais en profiter parce que je pense qu'on va là vers les éléments de conclusion. Pendant que Samir n'est pas là, je vais en profiter pour ajouter juste 2-3 éléments par rapport à cette question de la diversité. C'est que cette notion, elle nous renvoie à quelque chose d'essentiel dans la question démocratique. C'est qu'elle renvoie à la question des discriminations et de l'égalité. C'est-à-dire que à partir des années 2001, dans l'agenda notamment européen, les directives européennes, on a tout un tas de critères qui aujourd'hui font de la question des discriminations un enjeu central des politiques européennes. Alors, pourquoi c'est important ? Parce que déjà, ça relève aujourd'hui du droit, mais ça relève aussi d'une évolution des mentalités. Les critères qu'on a aujourd'hui de lutte contre les discriminations en France, on ne les a pas dans tout un tas de pays. Vous allez de l'autre côté de la Méditerranée, les discriminations de genre, elles sont inscrites dans la loi. Sur les questions d'héritage, les femmes sont considérées encore au XXIe siècle comme des sous-hommes dans tout un tas de pays. Dans certains pays du Golfe, battre sa femme ou son enfant, ça fait partie de la loi. Et cette question, si on veut encore progresser dans ce modèle français, qu'on a dit attractif, etc., eh bien, cette question, elle est centrale sur les territoires. Cette question d'égalité, cette question de permettre à un jeune de pouvoir vivre ses rêves, de ne pas le brimer, de ne pas lui dire parce que tu apparais comme différent, eh bien, on va te bloquer dans tes rêves, parce que c'est ce qu'il y a de plus, finalement, de plus important. Donc, cette question de la diversité, elle nous renvoie à ça dans le personnel politique, c'est-à-dire, est-ce qu'on est capable, dans le champ politique, qui est un champ important, symboliquement, un champ de pouvoir, même s'il est effectivement de plus en plus limité, de dire est-ce qu'on est capable de considérer l'autre, non pas à travers simplement un prisme de ce qu'il apparaît, non pas de l'assigner et de le nommer comme un préféminent, mais de le considérer comme cet autre avec qui on va composer, on va faire société ensemble. Et je pense que ça, c'est vraiment un des enjeux du langage politique et ce qu'on n'a pas réussi à faire dans la promesse française, qui est là, qui est réelle. Parce que combien de pays au monde nous donnent des Kylian Mbappé ? Vous connaissez les origines de Kylian Mbappé ? De mère d'origine algérienne, de père camerounais ? Qu'est-ce qui serait passé en Algérie si sa mère avait épousé un Camerounais ? Déjà, il est noir, c'est bizarre. Et puis de deux, dans la loi, qu'est-ce qu'a dit la loi algérienne ? Il est interdit d'épouser un non-musulman. Combien de pays au monde donnent des Kylian Mbappé ? Très peu. Et ça, on ne raconte pas assez cette histoire-là. Ce jeune homme qui nous a fait rêver pendant la Coupe du Monde, c'est la France qui l'a donné. Sur le continent africain, ça ne peut pas se passer. On ne peut pas avoir de Kylian Mbappé, malheureusement, j'ai envie de dire. Et donc, on a manqué de raconter cette histoire parce que, y compris avec ces énièmes lois sur l'immigration, on adore la controverse, on adore le débat. On ne sait pas comment combattre aujourd'hui le terrorisme. On aime bien aller juste après, faire un petit peu de feu d'artifice, et puis hop, ça retombe. Et on continue à ne pas traiter les problématiques en profondeur. Donc la question de l'égalité sur les territoires, la question de l'égalité entre les femmes et les hommes, la question de la diversité, il faut faire très très attention à ces enjeux symboliques, une fois de plus, la féminisation du CAC 40, ça ne permet pas sur le terrain à ce que toutes les femmes qui sont caissières, qui sont femmes des ménages, qu'on a vues au devant de la crise, qu'elles soient, elles, considérées et qu'il y ait un véritable politique de progrès. Donc, il faut faire très attention à cette question de la diversité qui nous renvoie à la question centrale de l'égalité et de la question des luttes contre les discriminations. Et c'est là où notre démocratie, elle doit progresser. On arrête d'assigner les autres. Et quand on identifie, nous, les acteurs publics, parce qu'on a une voix, on fait des conférences, moi, quand je dis attention, il y a des acteurs religieux sur le terrain, je les observe, ils sont en train de nous flinguer la jeunesse. Donc, il faut les combattre, eux. C'est les mêmes extrémistes qu'on a à l'extrême droite. Donc, on doit combattre les deux. Il faut bien qu'on soit d'accord là-dessus et pas leur dire, oui, bien sûr qu'ils ont le droit d'exister, mais j'ai le droit aussi de les combattre idéologiquement parce que je vois que quand une jeune fille, on la déscolarise ou on la scolarise à la maison, et là, c'est des centaines de cas qu'on a en France, eh ben, on est en train de détruire l'avenir de cette jeunesse. On est en train de la discriminer. Quand on dit à un jeune, ah, Noël, c'est interdit, bon, les mêmes qui vont prendre la prime de Noël, eux, ça ne leur dérange pas. Quand on les bloque, quand on leur dit l'art est interdit, la musique, le chant,
quand on les bloque dans leur développement personnel, eh bien, ce sont aussi des acteurs qui sont un poison de discrimination parce qu'ils assignent, parce qu'eux, ils sont dans une logique sectaire. Et ces acteurs-là, ils sont nombreux sur le territoire. Il faut arrêter de dire qu'ils sont marginaux, etc. Ils existent, ils sont là. Il faut les combattre parce que ce sont les mêmes extrémistes qui nourrissent les autres. Et pour revenir à la question centrale, c'est la lutte contre les discriminations, c'est un délit dans les lois françaises. Et quand il y a des comportements, on tape sur l'épaule de tel élu, quand on a ce regard un petit peu de mépris, ah, toi, tu vas t'occuper de la mosquée, on t'assigne aux petites affaires, eh bien là, il y a un combat à mener et un discours à avoir de façon assez claire. Et il faut siéger, effectivement, comme le disait monsieur Toumi, et ce que disait Séguer aussi, sur la réalité des discriminations. Il faut les voir en face, les quantifier, sans les extrapoler, pour mieux les combattre. Merci beaucoup, Eliamine. Est-ce qu'il y a des commentaires, des réactions de la part de Abdenour ou de Serir? Bon, je veux juste rajouter, si vous permettez, Samir. Oui, très rapidement, s'il te plaît, Merci. Serir. Non, il faut aussi lutter contre les préjugés qu'il est ancré dans les mentalités d'une partie ou une fraction de la société. Ça aussi, c'est un travail à faire au niveau politique, au niveau institutionnel. Ces préjugés qu'ils génèrent les discriminations, qu'ils génèrent aussi des formes de racisme parfois imaginables en 2020 en France. Donc voilà, donc ça c'est aussi un travail à faire pour accélérer la diversité et le respect des valeurs de la France. Et merci. Merci beaucoup, Serir. Abdenour, est-ce que tu veux réagir? Le mot de conclusion, le mot de la fin? Ça serait un honneur pour moi et merci. Ça m'aide de m'avoir accordé, c'est-à-dire cette opportunité. Non, je voulais dire concernant la diversité, mais bien sûr, donc elle est basée sur le respect, enfin des principes de la République, enfin qui sont bien sûr la loi. Et moi, franchement, enfin encore une fois, avec mon modeste expérience ici en France et constatation, je ne connais personne. C'est-à-dire, si justement on parle de ces communautés qui ne se soumettent pas entièrement à la loi de la République. Il faut que les médias et quelques élites, je n'oserais pas dire autre chose, qu'elles cessent de dire qu'il y a une sorte de séparatisme et qu'ils veulent imposer la chaléra par-ci, la chaléra par-là. C'est vrai, les parents, moi je trouve que c'est une extrême minorité. Une large majorité, c'est les parents, ils veulent donner une vie meilleure à leurs enfants, ils veulent les inscrire à l'école de la République. Ils font leur preuve dans ces écoles-là et puis après ils rentrent dans les universités, dans les écoles d'ingénieurs, Sciences Po, l'ENA, autre chose. Le seul c'est-à-dire problème qui se pose en ce moment en France, c'est que ce n'est plus un amalgame, ce n'est plus un cliché, mais malheureusement, c'est devenu une sorte de un marketing politique qui est repris par les politiciens et enflammé par les médias. Juste une note, c'est-à-dire j'aimerais bien dire à notre cher ami le professeur Liamine, quand vous avez fait votre remarque concernant Mbappé, qu'il est de mère algérienne et de père camerounais, et Mbappé, il est adoré en Algérie, sauf que n'oublions pas que les lois ont un statut de souveraineté. Donc, chaque pays a la souveraineté de légiférer selon le code moral et les principes de sa composante socio-culturelle. Merci. Juste sur ce point-là, je ne vais pas vous embêter, mais sur ce point, les lois, justement, c'est important, monsieur Toumou. Aujourd'hui, qui sont propriétaires, et vous le savez bien, dans ce pays, sont prêts à partir de Méditerranée, c'est parce qu'ils préfèrent les lois. Ils préfèrent un régime laïque, ils préfèrent un régime républicain où les femmes ne sont pas déconsidérées comme la moitié des hommes. Donc effectivement, il y a la notion de souveraineté, mais au final, c'est ici en France qu'on les accueille, c'est ici en France qu'on accueille les mineurs, c'est ici en France où on reçoit les réfugiés. Donc s'il n'y a pas un changement de loi de l'autre côté de la Méditerranée, si on continue à pratiquer, c'est pour ça que je dis que la question des discriminations elle est centrale, si on continue à écarter une partie de la population, eh bien les gens continueront de monter dans des bateaux
et à fuir le pays pour venir justement dans cette société qui est beaucoup ouverte, qui est beaucoup plus adaptée à la modernité comme la France. Voilà. C'est pour ça que je voulais garder cette image de Mbappé, parce que c'est quand même une belle image et puis il nous a bien fait rêver, même si actuellement il déconne un peu, et là, il est un petit peu en sous-régime. Voilà, merci. Je dois vous quitter. D'accord, de toute façon, nous avons terminé. Alors, quelques mots de conclusion. Je tiens à remercier Eliamine, Abdenour, Serir pour avoir eu la gentillesse de participer à ce webinaire. Je remercie les organisateurs et également les personnes qui nous ont regardés. Et vous pouvez nous retrouver très rapidement sur YouTube. Et à l'année prochaine pour un nouveau webinaire. Merci à vous et au plaisir. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci beaucoup.